déclarés ont lancé des opérations de collecte de fonds ou d'appel de fonds. Certains sont dans plusieurs pays aujourd'hui. On enregistre qui sont en Chine, en Europe et autres. Ils ont déjà évoqué quelques budgets. On parle de moyennement 6 milliards de francs CFA pour prendre part à cette élection présidentielle. C'est le nerf de la guerre. À quel niveau se situe la mobilisation des fonds dans le cadre des différentes étapes vers l'élection présidentielle? S'agit-il également d'une étape décisive ou éliminatoire? On le verra avec nos invités qui sont déjà installés, pour la plupart en tout cas, dans ce studio pour échanger comme tous les soirs avec nous et avec vous à travers le code qui va s'afficher au bas du petit écran. Pour donner votre point de vue et participer à ces échanges, nous accueillons déjà Lionel Kungaba. Il est membre du NEC, le comité exécutif national du Social Democratic Front. Lionel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver sur le plateau du Grand Soir et plus précisément aux côtés du grand frère. Je crois que ça devient une habitude pour nous de s'asseoir ici au moins une fois par semaine pour pouvoir discuter, pour pouvoir partager avec nos auditeurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour passer les remerciements du Social Democratic Front au top management d'Info TV, de toujours nous solliciter et de toujours nous permettre de participer à ce débat citoyen et également à nous amener à comprendre beaucoup de choses et à partager avec d'autres partis politiques sur une plateforme où les hommes et les femmes débattent avec beaucoup de respect. D'accord. Le Social Democratic Front, votre parti politique, est habitué à la course au fauteuil présidentiel. Ça veut dire que vous posez moins de questions relativement à la mobilisation des fonds. Vous avez déjà quelques aptitudes, quelques couloirs. Nous allons le dire ainsi. C'est vrai qu'en 2018, nous avons découvert un certain nombre de choses. Vous savez, de 90 à 2018, le SDF a roulé sa bourse, a compris, je peux dire, a atteint l'âge de la maturité et nous avons compris un certain nombre de choses. Après 2018, nous nous sommes auto-évalués et nous avons compris que le problème de fonds et le financement était un très gros problème pour l'élection présidentielle. Il faut noter ici que le SDF est membre de l'Internationale socialiste et lorsqu'on parle de l'Internationale socialiste, c'est déjà d'abord la solidarité entre les membres et il faut aussi déjà savoir qu'il y a beaucoup de partis socialistes qui sont au pouvoir. Et qu'il y a une solidarité des partis socialistes. Voilà. Ça peut expliquer le déplacement du président Joshua Oshi. On ne trahit pas un secret. Ça, vous l'avez vu récemment avec le président Barbeau en Côte d'Ivoire. Je peux bien citer bien d'autres présidents, le président Tshisekedi du Congo et bien d'autres. Donc, il y a toute une machine qui est mise sur place pour pouvoir amener l'équipe de campagne et tous ceux qui vont s'intéresser à la campagne du très honorable Joshua aussi, de pouvoir le faire avec beaucoup d'aisance. Nous accueillons Maître Jean-Guy Zogo, également habitué à nos échanges sur ce plateau et beaucoup d'autres sur Info TV, et le président général de l'Union des populations africaines, en abrégé UPA. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-discutants, toutes mes amitiés à vos millions de téléspectateurs et d'internautes à travers le monde et toute ma respectueuse sympathie à M. Dieudonné Vin qui porte de main de maître Info TV et positionne la télévision de proximité du vivre ensemble dans le microcosme médiatique national. Je tiens à l'en féliciter. L'Union des populations africaines, l'UPA, se tient à ses côtés pour l'accompagner et toujours le soutenir. Ça n'effraie pas les questions de fond lorsque vous entendez certains partis politiques avancer leur budget ou leur projet de budget, 6 milliards pour le MRC, à peu près 8 milliards pour Jean-Blaise Ogouette. On se situe toujours entre 6, 8 ou 10 milliards pour participer. C'est beaucoup d'argent quand même. C'est même des sommes d'argent qui donnent le tournis pour des partis politiques de l'envergure de l'UPA qui n'ont pas encore ces moyens colossaux. J'entends souvent les acteurs politiques dire que ce serait bien que les élections se déroulent au Cameroun à 2 tours. Mais on a
la triste impression qu'en réalité, il y a un premier tour et le premier tour se joue dans la capacité des partis à lever des fonds. Et forcément, vous vous rendez compte que ça déséquilibre le jeu et ça favorise ceux qui ont déjà des grosses machines comme le RDPC, le MRC, le PCRN, le SDF. Et à un moment donné, on a l'impression que ça leur donne la possibilité de caporaliser la scène politique. Or, ce n'est pas forcément, là, il n'y a pas toujours forcément une adéquation entre la qualité du projet de société et les moyens dont dispose le parti. Donc, vous pouvez avoir un bon projet de société, mais si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez même pas le présenter. Vous ne pouvez même pas, parce que lorsque mon directeur de campagne m'a fait un état de ce qu'il faudrait avoir au Cameroun minimum pour couvrir les 360 communes, avec peut-être une affiche, un petit meeting. C'est des sommes d'argent que moi, j'ai jamais vu de toute ma vie. Et le parti que je dirige ne peut pas encore mobiliser ces moyens. Pourtant, et c'est ça qui est dommage, on dirait que les choses ne sont pas allées en s'améliorant. L'Union des populations africaines, avec son fondateur Hubert Kamgang, a déjà participé à 3 élections présidentielles. À l'époque, les cautions n'étaient pas astronomiques. Et il n'avait pas forcément besoin de couvrir le territoire national. Il faisait passer son message à travers les moyens de communication modernes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, notamment en ce qui concerne la fameuse histoire de la surveillance du vote, on nous donne l'impression que si l'UPA n'a pas un représentant dans un bureau de vote à, je sais pas moi, à Bipindi, on n'est pas sûr de ce que le dépouillement se passe de façon claire. Si le SDF n'y est pas représenté, il n'est pas sûr que les résultats seront crédibles. Donc ça pose un problème. En réalité, si le système était suffisamment crédible, on n'aurait pas besoin d'avoir un représentant dans chaque bureau de vote pour avoir besoin de surveiller son vote. On irait aux élections, on utiliserait les moyens dont on dispose pour faire passer son message, vendre son projet de société aux populations, séduire les populations. Et le moment venu, attendre de voir si les populations ont adhéré. S'il faut mobiliser 360 représentants dans les 360 communes, encore qu'il faut 25 000 bureaux de vote. Moi, je parle même d'abord, rien qu'au niveau déjà des commissions mixtes de révision des listes électorales, on a ce problème. Actuellement, l'UPA est à 45 représentants sur 360. Et quand je vois ce que ça coûte au pauvre président de parti que je suis, parce que les gens vous appellent pour vous dire, voilà, il y a la réunion de la commission mixte, je n'ai pas d'argent de taxi. Vous demandez à un moment donné si les gens sont même conscients de ce que l'engagement politique demande des sacrifices personnels. Alors vous dites que c'est là où l'élection commence. En réalité, c'est ça. C'est une manche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un premier importante. tour, il n'y a pas un premier tour et un deuxième tour, mais le premier tour, c'est déjà ça. D'accord. Vous voyez qu'il se dégage déjà un certain nombre de partis qui vous parlent de milliards, pendant que nous, on peine encore à regrouper quelques 2 ou 3 millions de francs. C'est pour ça qu'on a interrogé tout à l'heure, cette étape-là est-elle éliminatoire pour beaucoup de partis, malgré la beauté de leur projet? Nous accueillons un habitué à la course au fauteuil présidentiel, l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. L'honorable Koupita Damou nous a fait l'amitié d'être sur ce plateau. C'est un habitué, mais très occupé ces derniers temps. Il a fallu qu'on fasse un peu pression et pied de grue pour l'avoir. Il a dit, ça fait longtemps que je ne suis pas venu là-bas. Je serai là demain et vous êtes là. Merci beaucoup, honorable, et bienvenue. De rien, M. Jean-Jacques Zed, toutes mes amitiés renouvelées à vous-même et au PDG, et un très grand ami. Chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'être sur ce plateau, je ne manque pas de le saluer et de l'encourager dans tout ce qu'il fait, qu'il investit pour encourager la jeunesse camerounaise. Et je lui souhaite davantage de succès. Je salue également des millions de téléspectateurs. Je salue mon président national, l'honorable Thomaino Damjouer, qui est un candidat déclaré à l'élection présidentielle. Mais Jean-Jacques Zé, c'est la première fois que je prends une parole depuis que l'UDC est frappé par un grand deuil. Lundi, nous avons perdu l'un des combattants des premières heures, qui était jusqu'à date était premier adjoint au maire de la commune de Fumban, M. Tapon Maman. Je peux dire que c'est vraiment une figure emblématique du combat pour la liberté, pas seulement au Cameroun, mais singulièrement dans le Noun. Parce que ce que les Camerounais ne connaissent pas, lorsque le président Paul Biya permet les lois qui consacrent les libertés en 1990 au Cameroun, le département du Noun était l'un des départements qui offrait la résistance farouche à la concrétisation de cette liberté retrouvée, avec l'un des départements dans le nord que vous n'ignorez pas. Donc c'était l'un des départements difficiles
a fait comprendre aux gens que les lois qui sont votées à Yaoundé s'imposaient à tous les 58 départements du Cameroun. Et M. Tapon était l'un de ceux qui vraiment prenaient la tête du combat, les fonds, et c'est eux qui ont déblayé le chemin sur lequel la jeune génération marche aujourd'hui pour respirer l'ère de cette liberté retrouvée en 1991 et 90-91. Il nous a quittés subitement lundi, après sa journée de travail, de suite d'un malaise, et il est parti. On l'a inhumé hier. Je salue la présence de toutes les autorités avec monsieur le préfet en tête. Ça démontre vraiment que l'UDC reste ce parti républicain qui travaille dans le respect des institutions et de ceux qui les incarnent. Et qui a ce respect-là, qui reçoit ce respect. Qui reçoit ce respect, la reconnaissance donc de la République avec la présence du préfet lui-même, le sous-préfet, toutes les autorités, le procureur de la République. Tout le monde était là pour lui rendre le dernier hommage. Vraiment, c'est tellement marquant. C'est marquant parce qu'on ne voit pas ça, toujours ça ailleurs. Je salue cette disponibilité, cet esprit républicain de monsieur le préfet du Noun, avec toutes les autorités qui l'ont accompagné. Et ils ont fait de témoignages à la dimension, pas de témoignages parfois qu'on fabrique, c'est à la dimension de l'homme que nous avons perdu, parce que comme responsable politique et comme premier adjoint au maire de Foumban, M. Tapon était l'un de ceux qui savait hausser le ton quand il fallait et baisser quand il fallait. Il était, je ne sais pas, c'est une très grande perte pour l'Union démocratique du Cameroun, une très grande perte pour la commune de Foumban. Nous nous apprêtons à aller pour lui rendre ce dernier hommage en prière samedi prochain à Foumban. D'accord, nous associons à vous et nous associons toutes nos pensées pour le repos de son âme et toutes nos condoléances à sa famille politique, à la famille nucléaire. C'est une perte en tout cas nationale au regard du témoignage que vous avez délivré tout à l'heure. Accueillons très rapidement ceux qui sont là. Lucien Bidima du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Lucien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, pourquoi c'est très rapidement quand ça arrive autour du RDPC? Vous savez, c'est toujours difficile de faire le lien entre cette note triste-là et ce qui est moins triste. Généralement, c'est un exercice difficile. J'ai des nouvelles, une mauvaise justement. Il y a aussi une mauvaise nouvelle. Une mauvaise, c'est qu'on m'a agressé hier. Je crois même qu'on m'a suivi et puis on a cassé ma voiture. On a mis mon ordinateur, mes passeports, mes cartes bancaires et tout ce que je devais avoir. C'était à Yaoundé? C'était à Yaoundé, au lieu dit Carrefour de l'Amitié. Ah, ils sont pas du tout, hein, c'est pas du tout l'amitié qu'ils vous ont fait là. Voilà, donc il y a ça. La bonne nouvelle, c'est que samedi, j'ai été élu président du plus grand syndicat des travailleurs de la CNPS. Et toutes nos félicitations. Et merci. Et ce syndicat passe pour la défense des droits des travailleurs, de tous les travailleurs au Cameroun, parce qu'on a décidé de muter. Parce qu'aujourd'hui, le droit au niveau de la sécurité sociale des travailleurs, par exemple comme vous, on n'en parle pas assez. Je crois que je vais amener votre patron qui est un ami et vous-même qui travaillez très durement pour qu'on en parle justement. La sécurité sociale est très importante aujourd'hui lorsqu'on travaille. On met de côté un certain nombre de droits. Par contre, lorsqu'on a un problème, que ce soit la pension vieillesse, que ce soit les risques au niveau de son travail, que ce soit tout ce qu'on peut avoir au niveau de la sécurité et la santé au travail, on n'en parle pas suffisamment assez. C'est un syndicat qui s'appelle Saint-Oscam, qui a plus de 128 délégués. C'est l'un des plus grands syndicats au Cameroun. J'ai donc décidé de muter petit à petit de la politique vers le syndicalisme pour défendre les vrais droits, pour être plus utile aux travailleurs, à tout ce que j'ai appris. Déjà au niveau de la CNPS, c'est très bien, le climat social est apaisé de ce côté-là. Mais je ne vais pas, dans les jours à venir, me mettre de côté, de me muter vers les grandes entreprises, vers vous, vers tout le monde, pour essayer de sensibiliser les patrons. Pour qu'on essaie de voir qu'aujourd'hui, la sécurité sociale doit être au cœur de nos actions. Parce que quand on travaille, on a besoin d'être assuré, on a besoin de son avenir qui doit être garanti dans nos vieux jours. On a besoin d'avoir un espace comme celui-ci décent qui nous permet de produire avec efficacité et avec performance.
Toutes nos félicitations, Monsieur le Président. Merci. Les bonnes nouvelles s'arrosent. On ne vous apprend rien. Oui, le Premier mai sera l'occasion. On vous apprend rien, vous n'envoyez pas au Premier mai. Il faut arroser à chaud. Et surtout que pour le moment, je n'ai pas de carte bancaire. Honorable dit que l'annonce n'a pas attendu le 1er mai, il faut arroser à chaud. Non, c'est mon ami, peut-être il va faire quelque chose. Il va vous venir en aide. Oui, d'accord. tout naturellement. On aime bien cette solidarité-là. Mais là, je suis là pour le RDPC, tout naturellement. Je n'ai pas totalement. Non, c'est à vous de jongler, hein, c'est différentes casquettes, de savoir là où s'arrête le RDPC, où commence le syndicalisme, le syndicat. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Surtout qu'on va beaucoup parler des financements des partis politiques. Et voilà, nous accueillons Timothée Abena Isomba, monsieur le directeur de publication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. C'est plutôt Timothée Esomba Abena. D'accord. Timothée Esomba Abena. Oui. Sinon, on va vous donner un autre père. Un autre père, par exemple. Surtout que je suis l'homonyme de mon père de regretter mémoire, M. Esomba Abena. D'accord. Oui. Mon bonheur est heureux d'avoir été convié à cette agape, Jean-Jacques Zé, eu égard à la stature de mes copanélistes et à la vergue du sujet à l'aune de l'élection présidentielle qui se profile. Je profite juste pour dire toutes mes amitiés, mes remerciements sincères au PDG du groupe La Météo, M. Dieudonné Mvin, pour tout le travail qu'il a là-bas et pour l'ouverture et la lumière qu'il donne à plusieurs panélistes. Moi, je fais partie, désormais, Info TV, je suis un éternel insolvable, un débiteur insolvable. Je fais partie de ceux-là qui bénéficient de cet espace et qui aujourd'hui commencent à avoir une certaine aura sur d'autres cieux grâce à Info TV. Je lui témoigne toute ma gratitude et ma reconnaissance. Merci pour cette reconnaissance. On va commencer par vous, pour entrer directement dans le thème. Vous avez ce regard extérieur concernant justement la mobilisation des fonds. On a bien voulu parler de course au fonds, pour parler des fonds avec les moyens financiers qu'il faut. Est-ce que dans un processus comme celui qui est ouvert, pour vous, à quel niveau se situe la nécessité d'avoir les fonds? Est-ce que c'est, comme on a dit, le premier tour, selon le président tout à l'heure, ou c'est un tour permanent? Non, la course frénétique que l'on observe aujourd'hui avec quelques miasmes même de transe, pour moi, est juste le révélateur de ce que plusieurs partis politiques ne sont pas prêts pour l'élection présidentielle. Parce que lorsque vous êtes un parti politique suffisamment outillé, suffisamment pertinent, vous n'allez pas courir vers la mobilisation des fonds. Vous allez laisser que les sympathisants et les militants encartés qui font des cotisations financent les activités du parti. Moi, je ne comprends pas pourquoi tant de précipitation à aller quérir les fonds alors qu'on devrait davantage quérir les consciences, quérir l'assentiment, la sympathie des potentiels électeurs. Et vous allez observer que dans notre contexte, c'est entre guillemets les petits partis qui parlent d'abord d'argent. Les mastodontes de nos landerneaux politiques parlent très peu d'argent, mais on constate par leur qualité de déploiement sur le terrain qu'ils sont suffisamment outillés. Donc le fétichisme financier que l'on observe aujourd'hui, pour moi, est juste l'indicateur indiscutable, parce que moi je suis péremptoire là-dessus, de l'impréparation et de la carence en termes de code d'amour, d'affection que ces partis Timothée politiques aurait préféré qu'ils opèrent comment, ces partis politiques-là? Déjà, la loi de 2000 encadre le financement des partis politiques au Cameroun. Le premier volet est la dotation ou alors la subvention, l'expression appropriée ici est même la subvention que l'État leur alloue pour leur fonctionnement de façon globale. En fonction... Pas à tous, justement. Oui, en fonction de leur poids électoral, c'est-à-dire avoir le nombre de conseillers municipaux, le nombre de députés. Donc, je ne maîtrise pas trop la grille de répartition, mais le premier critère, c'est le poids électoral. Vous allez donc constater que certains partis auront beaucoup, d'autres auront des sommes moyennes, d'autres n'en bénéficieront même pas. L'an passé, il y a déjà 40 nouveaux partis politiques qui ont été autorisés par les MINAT. C'est clair que ceux-là ne vont pas bénéficier de la dite allocation. Le deuxième volet d'allocation, c'est l'allocation en période électorale, ce que l'on peut qualifier ici de financement des opérations électorales. Là, les partis, je vais laisser que l'honorable Koupita Adamou, qui est un habitué, nous dise comment ils procèdent souvent, mais
le MINAT alloue un budget à tous les partis politiques pour le financement des opérations électorales. Ce qui est clair est que la subvention que l'État leur apporte ne peut pas couvrir tous les besoins des partis politiques. Mais je pense, au risque de me répéter, que le premier enjeu d'un parti politique n'est pas de chercher les financements, mais de convaincre par son message. Parce que lorsque j'ai écouté le propos liminaire de mon frère et ami, le président Jean Guizego, lorsqu'un parti politique est déjà incapable d'avoir les représentants sur toute l'étendue du territoire, c'est le premier indicateur de ce que ce parti politique est impopulaire. Si vous ne parvenez pas déjà à avoir ne serait-ce que des sympathisants sur toute l'étendue du territoire, vous allez même chercher quoi à la présidentielle? Parce qu'un parti politique, même si vous n'avez pas d'implantation sur toute l'étendue du territoire, vous devez ne serait-ce qu'avoir quelqu'un qui vous apprécie quelque part. Surtout aujourd'hui avec les masses médias qui coefficient de façon exponentielle le taux de pénétration de l'information, les réseaux sociaux et autres. Donc, si un parti politique ne peut pas avoir quelqu'un qui apprécie son discours à Yagua, à Bipindi et autres, et que là-bas on ne trouve que le RDPC, la grosse machine RDPC, s'y pose un problème. Maintenant, la caution, à mon sens, n'est pas élevée. 30 millions, c'est rien. 30 millions, c'est 30 personnes qui vous donnent 1 million. Lorsque vous êtes un homme politique sérieux... Je ne sais pas pourquoi Kougaba a fait un geste. Alors que eux, seulement dans les primaires, ils ont demandé 50 millions pour être candidat. Lorsque vous êtes un parti politique sérieux, avec une offre politique crédible, trouvez 30 personnes qui vont vous donner 1 million, c'est rien. Maintenant, si ce n'est pas 30 personnes, trouvez 60 personnes qui vont vous donner 500 000. À défaut, vous trouvez 300 personnes qui vont vous donner chacun 100 000 francs. Voyez-vous? Et vous atteignez le quota. Si vous êtes dans un parti politique qui ne parvient pas à mobiliser 300 personnes qui vont vous donner 100 000 et que vous ne parvenez même pas à encarter 3 000 personnes à 1 000 francs ou à 10 000, ça veut dire que vous n'avez rien à faire à la présidentielle. Ça veut dire que vous êtes un parti localisé ou local et contentez-vous d'abord de conquérir une mairie, vous démontrez votre capacité à gérer la mairie et à partir de votre bonne gestion de la mairie, on va dire non. S'il gère bien la mairie comme ça, ça veut dire qu'il est capable de gérer la région et plus tard de gérer le département. Donc, il ne faut toujours pas que les partis politiques soient pressés de n'entrer en politique que pour conquérir le grand fauteuil. Commençons par conquérir les petits fauteuils. D'accord. Lorsqu'on vous écoute à l'entrée de votre propos, Timothée, il ressort, Maître Jean Guizego, que ceux qui se lèvent aujourd'hui et lancent les appels de fonds, et créent des initiatives pour essayer de mobiliser les fonds, et cela démontre justement de l'impréparation de ces partis politiques-là, ou même d'une marche aventureuse qui montre qu'ils ne sont même pas qualifiés pour aller à une course comme la présidentielle. Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec le grand frère Timothée Somabena. Ce qu'il dit est vrai, ce n'est pas mauvais, mais seulement il y a une rhétorique occidentale néocoloniale qu'on a essayé d'installer dans la conscience collective nationale qui veut que le parti politique doit avoir beaucoup de moyens. Si à défaut, il doit aller rapidement commencer à se battre au niveau de la commune. Et ça arrange le RDPC parce que le RDPC se plaît à avoir en face de lui des partis régionaux. Dès lors que vous avez un MRC qui est capable de couvrir le Cameroun, un SDF qui peut couvrir le Cameroun, un PCRN qui peut couvrir le Cameroun, ça devient un problème. Le problème, c'est lequel? Qu'il faut d'abord partir de quelque chose de simple. Le parti politique repose sur une idéologie. C'est d'abord une idéologie. C'est cette idéologie sur laquelle on s'appuie pour construire une machine. Et pour construire la machine, il faut que le corpus législatif et les acteurs du jeu électoral, du jeu politique, soient un minimum sincères. Parce que quand on voit comment le ministère de l'administration territoriale gère souvent certaines situations, avec notamment les autorités administratives, qui interdisent constamment les réunions publiques. Ça ne facilite pas le déploiement des partis politiques de position. Maintenant, par rapport à ce qu'il disait sur l'impréparation, l'élection présidentielle, ce n'est pas à la rencontre d'un parti politique avec les populations. C'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple. Est-ce que ça change quelque chose? Si, ça change quelque chose. L'Union des populations africaines actuellement, je suis à la tête du parti depuis l'année dernière. En moins d'un an, je couvre déjà 4 régions sur 10. Je m'apprête à faire une tournée dans les régions du Nord, à Damawa et de l'extrême Nord. Et j'ai déjà
une cinquantaine de représentants dans les commissions mixtes de révision des listes électorales. Le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas parce que le discours panafricaniste authentique que je porte n'est pas vendable, n'est pas capitalisable. Ne trouve pas de sympathisants à l'extrême nord, à l'extrême est ou dans les 4 coins du Cameroun. Il y a des gens qui apprécient ce que nous faisons, qui sont d'accord avec nous. Mais il y a aussi un problème. Et c'est quelque chose peut-être qu'on n'arrive pas à dire. Tout à l'heure, ce qu'il a dit, ça avait l'air très simple. Prendre 300 personnes qui payent, c'est facile. Sauf que il y a dans la conscience collective nationale une sorte de peur qu'on a insinuée chez les gens avec quand même plus de 60 ans de répression dans le jeu politique. C'est-à-dire que dès que vous dites à quelqu'un que, bon, ok, vraiment, ce que je propose, c'est ceci, cela. Et c'est bien. Je dis, ok, entre dans le parti et ensemble, vraiment, c'est que moi j'ai mon petit travail là. Quand on va entendre que, j'ai un grand frère RDPC là, c'est lui qui m'a aidé à trouver le travail. Quand il va entendre que je suis entré dans ton parti, comme c'est l'opposition là, vraiment, moi j'ai... Résultat, un parti comme le mien, si je vous montre le nombre de personnes qui me témoignent leur sympathie au quotidien, à chaque passage à Info TV ou ailleurs, vous allez vous demander comment est-ce que l'UPA fait pour ne pas avoir 1000 militants dans son sommet actuellement. Les gens ont peur. Même dans mon propre arrondissement d'origine qui est mon atelier, j'ai dit, bon, écoutez, vraiment, je voudrais apporter une autre façon de faire la politique. Je fais la politique autrement. Je veux battre le RDPC. Mon atelier dit, car c'est le baston imprenable. Tu es sûr que tu n'auras pas les problèmes. Dans mon atelier, il y a quand même deux partis d'opposition qui sont au niveau du conseil municipal. Justement, ça c'est un tour de force qui a été réussi en 2020. Et nous, malheureusement, à l'époque, nous n'étions pas encore à la tête du parti. On aurait participé à cet abattage du RDPC, à ce pilonnage du RDPC. Mais le problème qui se pose, c'est lequel? C'est que moi, je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ceux qui veulent nous faire croire que quand on est un petit parti politique, on doit être localisé. Le panafricanisme authentique ne peut pas se contenter d'être dans une tribu, une ethnie, une région, un département, une commune. Le message que nous portons est national. Grâce à Info TV, par exemple, nous sommes écoutés dans tous les 4 coins du Cameroun. Nous y avons des sympathisants. Mais le conseil de Timothée, c'est de convertir tout cela en moyens. Justement, on travaille à convertir cela. C'est vrai, entre le moment où je suis élu à la tête du parti et le moment où l'élection présidentielle arrive en octobre, il n'y a pas beaucoup de temps. Je n'ai pas autant de temps qu'un Joshua Ozi, un Cabral Libi, un Paul Biya, un Maurice Kamto qui sont là depuis beaucoup plus longtemps avec de plus grosses machines. Vous comprenez un peu? Mais ça ne veut pas dire que je dois avoir honte d'avoir une ambition présidentielle. Surtout que, au-delà de la caution de 30 millions, qui peut m'arrêter, pour moi, je ne sais pas, ma caution n'est même pas un problème pour moi. Mon problème et mon véritable problème, c'est l'investiture. L'Union des populations africaines n'a pas d'élus. Elle ne peut donc pas m'investir à l'élection présidentielle. Cependant, il est possible pour moi d'être un candidat indépendant en obtenant les parrainages. Sauf que là encore, quand vous approchez les gens, ils vous disent que vraiment, petit frère, je vois que tu me veux derrière les problèmes. Quand on va entendre là-bas devant que c'est moi qui t'ai donné le parrainage, est-ce que tu es sûr que ça ne va pas me créer les problèmes? Vous voyez, donc, vous pouvez également trouver un parti Yango, hein, qui peut vous transporter facilement. Et là, justement, Jean-Jacques dit, vous touchez un point important. On revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est ça le premier tour de l'élection présidentielle. Parce que quand j'entends les sommes faramineuses qui se dégagent des supputations qu'il y aurait dans les tractations entre ceux qui disposent de la capacité à investir et ceux qui aspirent à recevoir l'investiture. Mais attendez, si je dois dépenser 200 millions pour avoir l'investiture, pourquoi voulez-vous que j'aille à l'élection présidentielle? Puisque là, les 30 millions de la caution même sont déjà dépassés de très loin. Il y a des gens aujourd'hui qui en ont fait un marchandage. Et ça, c'est symptomatique d'une scène politique dans laquelle les gens ont perdu le sens de la sincérité dans l'engagement. Parce qu'à la réalité, si j'avais des élus et que je sens que je ne suis pas en capacité moi-même d'aller à l'élection présidentielle, je regarde parmi tous ceux qui présentent des projets de société et puis je m'entends avec un pour l'investir. Pourquoi lui dire que pour que vous ayez l'investiture de mon parti, il doit me donner 200 millions? Ça veut dire que je fais du marché. Il y a un marché, le marché est ouvert. C'est la saison c'est les semailles. Hubert Kamgan avait l'habitude de me dire la seule et unique raison pour laquelle on s'engage en politique, c'est parce qu'on veut faire triompher un modèle de société. Ça peut paraître idéaliste, idyllique, mais c'est le moteur de l'Union des populations africaines. Pourquoi vous ne dites pas également utopique? Non, ce n'est pas utopique, justement. Ça peut paraître utopique, mais ça ne l'est pas.
Jean-Jacques Zé. Et la difficulté que nous avons, c'est que déjà à partir de la famille, on a perdu le sens de certaines valeurs. C'est-à-dire que vous êtes en famille, les relations familiales, les relations fraternelles sont aujourd'hui mues par l'argent. Vos frères ne vous rendent visite que si vous avez une certaine capacité financière à leur venir. Bon, on est d'accord que l'élection, c'est l'argent. L'élection, c'est l'argent. Lorsque vous voyez les appels de fonds, le PCN en a lancé, le MRC a évoqué également la possibilité. Le parti de Jean-Blaise Gouette fait le tour du monde actuellement pour mobiliser les fonds. C'est 6 milliards par-ci, 8 milliards par-là. Cette étape, elle est fondamentale. Jean-Jacques, vous savez, lorsque vous êtes un candidat sûr à participer à une élection, les financements ne peuvent pas être un problème. Parce que déjà, la première des choses, c'est d'être sûr de votre investiture. Si vous êtes sûr, vous allez vous rendre compte que la majorité des candidats qui sont sur le front présentement pour lever les fonds n'ont pas cette sincérité-là, n'ont pas l'assurance. Ils ne sont pas sûrs d'être candidats. Ils n'ont pas l'assurance d'être candidats. Ça sonne quand même bizarre. Personne n'est garanti. Oui, de 2028. Mais ils s'empressent à pouvoir lever les fonds au lieu de présenter aux Camerounais leur projet de société ou alors dire aux Camerounais comment est-ce qu'ils vont faire pour devenir candidats. Il y en a qui disent uniquement « je serai candidat ». Il ne dit pas aux Camerounais quelle est la méthode qu'il va utiliser. Soit il va prendre un parti Yango, soit il va avoir les 300 signatures qu'il faut, ou bien il serait... Bon, ce n'est que les deux options qui restent pour eux. Mais ici, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains partis qui sont sereins, qui sont en train de travailler, et sur le terrain, vous verrez. Je prends le cas du Social Democratic Front que je maîtrise très bien. Nous avons des cotisations qui sont faites par les militants, de la base jusqu'au sommet, même comme elle n'est plus active comme elle a été à l'époque. Nous avons les financements qui viennent de l'État pour le nombre d'élus, même comme elle n'est plus aussi elle est plus consistante comme elle avait été. Nous avons également des quotes-parts qui sont prélevés à la source des députés, des élus. Vous coupez combien par député chaque mois? Vous savez, c'est statutaire et ça passe directement de l'Assemblée nationale, par exemple, pour le compte du parti. Et vous voyez... Mais il y a quand même un montant, non? Que chacun doit reverser. Oui, bien sûr. Mais je ne pense pas que c'est de ça. Vous ne voulez pas dévoiler cela? Je ne pense pas que c'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui. C'est pas un secret. Puisque c'est statutaire. Non, justement, je suis en train de vous dire... Dans ce statutaire, on n'a pas mis le montant. À une époque, c'est 100 000 francs, non? C'est 100 000 toujours. Ah, ça n'a d'accord. pas changé. Donc, je suis en train de vous dire, voilà les mécanismes que nous utilisons au Social Democratic Front. Et également, nous avons des amis. Nous avons des amis sur le terrain. Jean-Jacques, je vais vous dire, lorsque nous avons mis, par exemple, la caution de la candidature à la candidature à 50 millions au Congrès, c'est parce que nous avons eu une expérience lors du Congrès ordinaire de 2023. La caution était à 7 millions. Nous avons eu des aventuriers qui sont arrivés. Vous voyez un Camerounais qui se lève, et parce qu'il est militant d'un parti politique, il n'a aucun projet qu'il porte, parce qu'il estime que aujourd'hui le chairman n'est plus là, il faut bien qu'un autre chairman arrive. Il vient, il dépose ses 7 millions de caution, il s'en fout. Et puis on a constaté, lorsque nous sommes rentrés, nous avons évalué, nous avons fait l'évaluation du Congrès, et nous nous sommes dit, il faut que ceux qui aspirent à un certain nombre de postes puissent nous montrer un certain nombre de sérieux. Le sérieux, là, déjà, au début, les gens ont proposé 100 millions, les gens ont proposé 60, les gens ont proposé 30, les gens ont proposé 50. Il a fallu maintenant faire la balance entre toutes les propositions. Et la moyenne a donné 50 millions. La moyenne a donné 50 millions. Pour dire que, aujourd'hui, celui qui a payé les 50 millions et qui est candidat, on est quand même sûr que celui-là n'aura pas de problème, ne va pas chercher à lever les fonds pour payer sa caution. Ça, c'est la première des choses. Et je vais pas Ce n'est pas le parti qui paye la caution chez vous? Justement, je ne vais pas vous mentir. Lorsque on a lancé cet appel, il y a des personnes où le candidat Joshua aussi a lancé un appel à mobilisation des fonds en interne. Et il y a des camarades qui l'ont soutenu. C'est pour dire qu'il a une crédibilité et il a des militants qui le soutiennent. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la caution du candidat, avant de payer la caution du candidat Jean-Jacques, il faut savoir que celui qui est en train d'aller être président, c'est d'abord lui qui est président. Le parti vient après. Ce qui fait qu'il doit aussi porter ce projet aussi que le parti. Donc,
Quand vous dites que ce n'est pas le parti qui paye, oui, le parti doit payer. Maintenant, lorsqu'il faut se déployer sur le terrain, il faut également que le parti donne les moyens pour qu'il puisse se déployer. Non, je pense que à un moment donné, c'est du donnant-donné. Le candidat. C'est là pour vous le premier filtre. Oui. C'est à ce niveau-là. Oui. Que lorsqu'on est engagé à un fauteuil présidentiel, il ne faut pas être n'importe qui. Il faut avoir la capacité de pouvoir porter ce projet. Et le porter sur tous les pans. Financièrement, idéologiquement et même avec sa popularité. Donc pour nous au SDF, nous avons une stratégie que nous avons remise sur pied après l'élection de 2018. Quand on parle de stratégie, ça ne doit pas quand même être public. Donc je vous ai quand même donné quelques lignes et quelques brèches de cette stratégie-là. Et ça permet à ce que vous ne voyez pas les comptes mobiles d'appel à contribution avec le nom SDF. Donc, jusqu'ici, vraiment, nous sommes sereins, nous sommes en train de travailler et l'objectif pour nous, c'est d'avoir au minimum 3 représentants dans les bureaux de vote lors de cette élection. Et nous avons, lors du dernier NEC, fait l'évaluation. Nous sommes à presque 83% de mobilisation à ce niveau-là, qui est plus important pour nous parce qu'en 2018, nous nous sommes rendus compte que dans l'arrière-pays, même les responsables du parti s'attelaient à faire de la campagne, à mobiliser les gens d'aller voter, mais ne pensaient pas qu'il fallait également sauvegarder ces votes-là, ces voix-là. Aujourd'hui, le Social Democratic Front a par exemple perdu son bastion politique. Il faut le dire, ce n'est pas à négliger. On est en train de retravailler. C'est ça qui est le plus important pour nous. Donc, la conquête ou la bataille ou la course... Au fond, là, aujourd'hui, ce n'est pas votre priorité. Ce n'est pas la priorité. Vous avez une autre organisation qui permet de régler ça. Oui. Honorable, lorsque vous lisez l'actualité, vous suivez ces partis politiques qui sont en train de faire des appels à la mobilisation des fonds à cette phase, la dernière ligne droite avant la phase décisive. Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'est tôt? Est-ce que c'est explicable? Bon, M. Jarzé, je suis au cadre de l'Union démocratique du Cameroun. Et vous savez que l'UDC, quand on parle de l'UDC, on parle de l'éthique. Le président Damjoya était le symbole de l'éthique. Bon, il ne nous revient pas à juger les démarches qu'empruntent nos adversaires politiques, qu'il s'agisse des adversaires qui sont des camarades de combat, c'est-à-dire du camp de l'opposition, ou des adversaires qui sont opposés à notre combat, comme le parti au pouvoir. Mais nous en parlons parce que, au finish, il s'agit de la vie du Cameroun. Et nous pensons que tout ce qu'un acteur public pose comme acte mérite d'être interprété par des citoyens qui se préoccupent de la vie publique du pays et des citoyens. Les financements des partis politiques, qu'il s'agisse du financement de leur fonctionnement ou de campagne électorale, je crois que lorsqu'on est acteur politique, quand vous êtes chrétien, si vous n'avez pas votre Bible et le Nouveau Testament à vos cheveux, vous ne pouvez pas vous en sortir. Si vous êtes musulman, vous devez avoir le Coran et le hadith du prophète, toujours à vos cheveux. Et quand on est homme politique, on doit toujours dormir avec la Constitution et la loi 056 du 19 décembre 1990 portant la création des partis politiques. Mais à cela, on peut également lier la loi de 2000, je crois, du 19 décembre 2000, qui parle des financements des partis politiques. Mais quand vous rentrez dans la loi 056 du 19 décembre 1990, vous allez lire dans l'article 10. Avant l'article 10, il y a l'article 9 qui dit qu'un parti politique qui reçoit des subsides de l'extérieur ne doit pas être légalisé. Quand vous rentrez dans l'article 10, ça interdit aux partis politiques de recevoir les financements extérieurs. Donc, quand on engage les appels publics au financement, fut-il de la campagne électorale, je vois les gens parfois, on va hors du territoire. C'est difficile de démontrer que les contributions qu'on obtient là-bas, de cette manière, sont des contributions strictement des Camerounais.
et qu'il n'y a pas de financement étranger là-dedans. Et du coup, ça expose au risque, n'est-ce pas, de subir, par exemple, la sanction de celui qui est en charge de veiller à ce que les lois soient respectées. Parce que nous disons, tant qu'à faire, nous sommes en train de combattre le parti au pouvoir, pour nous-mêmes être au pouvoir. Et quand on est au pouvoir, la première responsabilité que vous avez, c'est de veiller à ce que les lois de la République soient respectées, d'abord par vous-même et ensuite par les autres. Donc s'il arrive qu'on regarde ça, ça peut être une ouverture à des risques importants. Bon, nous, à l'UDC, nous ne s'est jamais essayé à ça. Nous pensons qu'un parti politique fonctionne sur la base du financement des contributions statutaires et ponctuelles des militants, parce qu'un militant de l'UDC sait que à partir du militant simple à la base, jusqu'au cadre du parti, au bureau politique et des élus, chacun connaît quel est le taux de contribution qu'il doit faire, le taux statutaire. Annuel. On doit faire ça de manière annuelle. Bon, il y a maintenant, le SG venait de l'évoquer, les contributions des élus qui ont des rémunérations qu'ils obtiennent du fait de leur position qu'ils occupent à partir du soutien du parti, grâce au parti. Il y a ça. Et quand il y a les élections, c'est ce que nous appelons des contributions spéciales. Les événements, comme organisation de meeting, comme dans les tontines, on fait les mêmes élections. Il y a donc des contributions spéciales. Et nous avons organisé, Madame le Président national a organisé ce que nous appelons la retraite politique. Dernièrement, cette retraite politique a consisté non seulement à actualiser notre projet de société en fonction de l'évolution des enjeux politiques et sociaux dans notre pays, mais également de voir comment nous irons à l'élection présidentielle. Comment on va faire? 1, pour financer la caution de 30 millions. 2, pour financer la campagne électorale. Et la campagne électorale, pour nous, ce n'est pas quelque chose où on va pour mobiliser de fonds, peut-être à une allure où on va acheter des électeurs. Nous pensons qu'on s'en tient au minimum. On n'a pas besoin donc des sommes aussi faramineuses que les milliards. Mais ça coûte cher, on parle d'au moins 6 milliards. Donc, vous n'êtes pas dans cette fourchette-là. Non, nous, on n'est pas là, on est modeste. On se dit, quand on a payé la caution, on va rentrer de voir ça nous coûtera combien d'imprimer notre profession de foi de manière à distribuer. Ça nous coûtera combien d'imprimer l'effigie de notre candidat. Ça nous coûtera combien d'organiser un meeting, parce que nous envisageons dans notre plan de campagne l'organisation des meetings, non seulement dans les 10 régions, mais dans les 58 départements, et si possible, aller dans certains arrondissements. Donc on a déjà ce plan-là, on sait combien le montant minimum pour un meeting. Et ce que nous faisons entrer dans les dépenses d'un meeting, c'est la logistique, la sonorisation, vous n'êtes pas obligé d'offrir quelques repas après le meeting. On n'est pas de charter. Quand vous faites... Vous ne faites pas les charters pour déplacer les gens. Non. Il n'y a pas de maquereau qui passe par là. Non. Ça ne rentre pas dans notre éthique. Pour nous, ce n'est pas... Ça fait manger les gens, c'est une question d'éthique. Oui, faire manger les gens... Ils ont passé toute une journée au soleil. Oui, c'est pas... ça peut arriver qu'on fasse... Mais le militant de l'UDC sait que c'est comme ça que ça fonctionne chez vous. Donc il ne vient pas de façon spéciale que c'est comme ça. Demander quelque chose. Et donc, on n'a donc pas besoin d'aller sur le terrain public demander... Si on s'adresse aux militants, les militants savent qu'ils doivent contribuer, ils doivent avoir des contributions spéciales pour la campagne. Donc nous n'avons plus besoin d'aller sur la place publique, les appeler à venir contribuer de cette manière. Donc pour nous, on s'en tient à ça. Et l'État du Cameroun a pris une loi, celle de 2000, pour parler de financement public des partis politiques. On a parlé de la subvention pour le fonctionnement, et il y a le financement de la campagne électorale. Même comme nous avons vu une application politicienne
de cette disposition, notamment en ce qui concerne le volet, l'article 9, qui parle du financement de la campagne électorale. Là, à ce niveau, on va vous dire, il y a une première partie quand on donne après validation des candidatures et l'autre en fonction des résultats. Et ce qu'on dit même qu'on doit donner après la validation des candidatures, on vous donne ça le dernier jour. Peut-être soit le dernier jour, soit au lendemain du scrutin. Donc simplement parce qu'il ne voulent pas que... Et on réserve une partie pour après les résultats. Vous avez besoin de l'argent pour la campagne. Pendant la campagne, il faut que le gouvernement change cette attitude, de cette manière de faire pour mettre les adversaires en difficulté parce qu'ils savent que le RDPC au pouvoir n'a pas besoin, n'attend pas ça, puisqu'il a l'argent de l'État, il a la logistique de l'État, tous les CA sont mis à contribution et les bons de carburant de l'État sont également mis à contribution parce que non seulement ils déplacent les CA, mais ils ne prennent pas l'argent dans le parti pour carburer, ils prennent également dans les caisses de l'État pour carburer. Alors, réponse du RDPC, on ne peut pas attendre. On peut pas attendre. On dit, vous n'avez pas ce genre de problème. Parce que l'État, c'est vous. Vous avez les moyens de l'État, c'est beaucoup plus facile. Non, je suis toujours contre cette manière, cette vision, cette manière d'appréhender les choses. Je me rends toujours compte que, je le disais avant, en me posant la question, est-ce que véritablement les partis politiques au Cameroun sont organisés? Est-ce que les partis politiques viennent là juste parce qu'il faut jouer, il faut se faire connaître les ambitions totalement individuelles ou alors pour le bien-être de la population, auquel cas il y a un minimum d'organisation qu'il faut mettre en place. On ne prépare pas l'élection présidentielle en moins de 3 mois. L'élection présidentielle se prépare minimalement pendant 7 ans. C'est-à-dire au moment où l'autre élection passe, vous mettez en place les mécanismes qui vous permettront éventuellement de préparer l'autre élection. Même si vous n'êtes pas au pouvoir. Donc vous êtes d'accord avec Timothée qui parle d'impréparation? Vous êtes d'accord avec Timothée qui parle d'impréparation? Timothée a bien calibré la situation. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, là, à moins de 3 mois, peut-être de la convocation du corps électoral, que les gens se mettent à dire qu'ils cherchent l'argent, et totalement au mépris de la loi, comme le disait l'honorable, totalement au mépris des Camerounais. On a l'impression que c'est mercantiliste. On a véritablement là l'occasion de voir les gens qui sont venus chercher l'argent pour eux-mêmes et non pour aller gagner une élection présidentielle. Totalement au mépris de la loi. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, ils vont à l'étranger chercher les fonds, là où il y a les blanchiments d'argent, là où il y a l'argent de toutes sortes d'aventuriers qui passent là. Les financements occultes, comme on le dit souvent. Et bien évidemment, au mépris de la loi, tout en sachant que lorsqu'ils vont revenir avec cet argent au Cameroun, on peut leur opposer la loi et à partir de là, ils vont crier sur tous les toits. Revenons même au niveau du Cameroun. On méprise totalement des règles qui régissent, comment je peux dire, la manière d'avoir l'argent ou de fonctionner avec l'argent public. Tout en mettant de côté le fait que lorsque vous récoltez l'argent public, obligatoirement, vous avez le devoir de rendre compte. De rendre les comptes et éventuellement vous pouvez avoir des sanctions parce que ça peut arriver à un détournement au mépris des règles qui peuvent vous condamner. Alors mais je dis, quand je regarde ça, c'est ahurissant, je dis qu'il faut que l'État arrête ça. On ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas venir mentir les Camerounais, récolter l'argent des Camerounais, aller je ne sais pas où pour amener l'argent sale au Cameroun et puis finalement que cet argent-là parte à déstabiliser plus tard le gouvernement. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne viennent pas là pour gagner une élection. Ils viennent après l'élection pour créer les problèmes, pour dire que l'État ne marche pas, pour essayer de créer une certaine instabilité. À partir de là, il faut être prudent. Au RDPC, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que nous avons... Comment est-ce que vous faites dans le RDPC? Nous avons les militants. Je veux vous relancer là-dessus. Hein. On sait qu'il y a votre trésorier général qui avait annoncé que les caisses étaient vides il y a cela quelques années. On ne sait pas vraiment à quel moment... Je vais vous dire comment un petit meeting, je vous parlais du 24 mars, parce que je suis président de sous-section. Le 24 mars, lorsque le président de section organise la fête du parti, il fait appel à tous les militants. Mais chez nous, on ne vous impose rien. On ne dit pas que, M. Bidima, parce que vous êtes directeur, vous devez amener tel montant. Mais qu'est-ce que lui veut? D'ailleurs, toutes les sous-sections ont la possibilité, doivent obligatoirement participer elles-mêmes dans le financement, dans la fête du parti. Conséquence, vous allez retrouver qu'il y a même les militants qui donnent 1000 francs.
ceux qui peuvent donner 10 000 francs ou ceux qui peuvent aller un peu plus. C'est cet argent réuni qui permet à la section d'organiser la fête du parti. Oui, là on est dans la fête du parti. On veut rester à la présidentielle. On veut rester à la présidentielle. À la présidentielle. Vos caisses ne sont pas à la présidentielle. selon les sources les plus autorisées. Je vous ai dit l'autre jour que le RDPC a 360 sections RDPC. Plus de 7000 sous-sections, plus de 12 000 comités de base. Le RDPC est représenté partout, même dans votre famille. On parle de Donc, l'argent. à partir de là, si, imaginez, il a dit quelque chose, il y a quelqu'un qui a... Les contributions annuelles. Imaginez, non, il y a deux types de contributions. Il y a deux types de contributions. Oui, on sait que ça ne marche pas. Comment vous savez que ça ne marche pas? Deux types de contributions. Il y a les cartes du parti qu'on peut acheter. Et il y a ces contributions qui viennent de partout. Mais lorsque nous avons un événement comme la présidentielle, c'est là où vous allez voir le militantisme du RDPC. Ça n'a rien à voir avec les contributions au quotidien. Ça a à voir le fait que lorsque nous organisons l'élection présidentielle, moi je suis président de la sous-section de Bokwa en Benoît, à Isse, je n'attends rien du comité central du RDPC. Et pourquoi? Parce que j'ai mes militants. Je peux réunir mes militants, je peux les sensibiliser, je peux faire le porte-à-porte avec les petits moyens et les élites qui sont dans ma sous-section. Et c'est ça que et ça n'a rien à organisation. Non, l'élection présidentielle, c'est quoi? C'est solliciter le vote de toute personne. C'est le rendez-vous d'un homme vis-à-vis d'un peuple. Ça veut dire que si je peux convaincre Jean-Jacques Zé, je n'hésiterai pas. Nous avons la politique à la base. Nous n'avons pas la politique des théories, la politique des chaînes de télévision, la politique la politique des réseaux sociaux. Nous avons la politique où chaque militant du RDPC a la possibilité de donner le meilleur de ce qu'il a pour financer le parti. Alors, mais moi je conclus. Alors, moi je conclus en disant que le problème honorable, moi, vous avez bien commencé, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je me serais attendu que, comme vous êtes au Parlement, qu'effectivement, que vous demandez qu'une loi soit votée contre ceux-là qui aujourd'hui viennent arnaquer les Camerounais. Contre ceux-là, non, que ça soit encore plus rude. Parce que là, quand les différents ministères qui y sont concernés vont prendre leurs responsabilités, honorable, vous serez à d'accord. Pourquoi vous ne condamnez pas publiquement le MRC? Comment vous ne condamnez pas publiquement le PCRN? Pourquoi vous ne dites pas qu'arrêtez ça? Ce n'est pas comme ça que nous avons... Vous avez le droit de... D'accord. Ce n'est pas réel. Parce que ce qui se passe ne respecte pas la loi. Merci, Lucien. Honorable a déjà parlé de l'existence d'une loi. Non, il doit condamner. Il n'a pas condamné. Que la loi est là. Il dit, en évoquant vous avez l'obligation de dire au PCRN, au MRC, arrêtez ce que vous faites. On va pousser. On va pousser. C'est une obligation. S'il vous plaît. Alors, la question reste posée concernant justement le RDPC et sa mobilisation financière en période de campagne électorale. On n'a pas beaucoup lu votre mécanisme. On rappelle ici que le trésorier général dit que les caisses sont généralement vides. Non. Mais quand vous parlez de ceux qui ne respectent pas la loi, il vous retorte que au tribunal criminel spécial là-bas, beaucoup de vos militants se sont défendus en disant que nous on avait donné l'argent dans le parti et pour le parti. Il ne faut pas confondre la mauvaise gestion d'un certain nombre d'individus qui ne respectent pas, où le président de la République, le président Paul Biya, a été clair. Le président Paul Biya a dit, si vous vous amusez avec la fortune publique, vous allez rendre gorge, indépendamment de ce que vous faites. Donc il n'y a pas de prétexte à prendre la fortune publique pour justifier le fait qu'on va financer le RDPC. Le RDPC n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que le RDPC a ses militants et le militantisme dans notre parti est tel que nous tous ensemble, nous partons pour soutenir un homme. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent pour soutenir le président Paul Biya. On n'en a pas besoin. Ne nous donnez pas 5 francs, mais à essayer, nous allons voter le président Paul Biya parce que le président Paul Biya est pour nous un symbole. La campagne arrive, la campagne arrive, ne soyez pas pressés. On n'est pas encore en campagne électorale. Timothée, sur ces questions-là, notamment la mobilisation des fonds du Rassemblement démocratique peuple, on a pris cet exemple-là, mais on voit bien que lorsque l'élection arrive, il y a des commissions qui sont mises en place par le RDPC
Et la commission financière, si vous vous intéressez à cette commission, vous verrez que ce ne sont que ce qu'on appelle les porteurs qui sont de ce côté-là et on ne leur pose pas de questions, ils savent ce qu'ils ont à faire. J'aimerais d'entrée de jeu dire qu'il y a 3 lois que l'on peut mobiliser. Il y a la loi sur les partis politiques, il y a la loi sur le financement des partis politiques, il y a la loi de 83 sur l'appel à la générosité publique. Parce qu'en réalité, ce que font le MLC et le PCRN, c'est de l'appel à la générosité publique. Leur démarche est d'autant plus illégale dans la mesure où ils ne prennent pas le temps au préalable de solliciter l'autorisation du ministère de l'administration territoriale. Donc, c'est bon que les téléspectateurs le sachent. Maintenant, nous tous, nous avons été témoins de ces grilles qui définissent les montants de cotisation au sein du RDPC en fonction de l'envergure ou du statut ou du rang social. Mais je serais d'accord avec lui sur ce point. Le RDPC, à ce moment, vous impose une contribution pour le cas de la présidentielle ou des grands meetings au prorata de ce que vous représentez sur le plan social. Mais ce n'est pas au prorata de la structure que vous gérez. Parce que on sait par exemple que certains hauts commis d'État bénéficient des fonds de souveraineté. La loi fait qu'on ne justifie pas l'usage des fonds de souveraineté. Ils s'apparentent donc, je préfère rester très prudent, ces fonds de souveraineté peuvent donc s'apparenter à l'article 2. Donc si vous prenez dans votre article 2 pour financer le parti, vous n'avez pas commis de faute. Et le président de la République le leur montre tous les jours. Puisque tous ceux qui font la prévarication au motif de financer le parti, ils sont au village de si je savais. Ceux qui ont eu le malheur d'être arrêtés. Ceux qui ont eu le malheur d'être arrêtés. Voilà. C'est donc un appel, une interpellation vers les autres pour dire ne prenez pas dans les caisses de l'État pour financer le parti. Respectez la nomenclature du financement des partis qui est dual. Mais cette loi-là ne voit pas les bons de carburant ou les véhicules administratifs. Le bon de carburant est attaché à l'individu. Voilà. Parce que même les c'est sa chose, c'est pour lui. Oui, c'est pour lui. S'il veut, il va au champ avec. C'est un problème de fonction. Le bon de carburant est donné à un individu. Et on distingue les bons de carburant pour les individus, des bons de carburant pour les services. C'est la même chose avec les véhicules administratifs que vous voyez là. L'arrêt MBD Nobel le précise très bien en droit administratif. On distingue le véhicule de fonction qui est attaché à l'individu du véhicule de service qui est attaché à un service. Ça veut dire qu'il n'y a aucune illégalité à ce qu'une CA se retrouve à un meeting tant que celui à qui la voiture est détachée se trouve à cet endroit. Donc, il est très bon que les Camerounais le sachent. Parce que les partis d'opposition subliment cela et véhiculent ce mauvais message. Une parenthèse, oui. Je pense que nous sommes en face de nous des Camerounais qui vivent ce que nous sommes en train de les dire au quotidien. Vous allez voir des pick-up CA transporter les chaises pour... C'est ce que je suis en train d'expliquer. S'il vous plaît, pour le meeting du RDPC. Ce n'est pas interdit. Non, il est interdit vraiment. Il est interdit de le faire. Ce véhicule est affecté à un service précis. Non, c'est ça qu'on appelle le véhicule de service. C'est différent. C'est différent parce que revenir sur la question. Vous regardez, lorsque vous arrivez dans une commune, lorsque le RDPC organise son meeting, le véhicule de la mairie transporte les chaises pour aller déposer. Le véhicule de la mairie, les engins, le camion de la mairie. S'il faut terrasser, l'engin de la mairie terrasse. Est-ce que vous voyez ça dans d'autres meetings? Ça, c'est déjà un point. À la commune de Fumban, ça se passe comment, honorable? Non, vous posez la question. Permettez qu'il finisse. Par rapport à l'utilisation des véhicules de service et de fonction. C'est des choses Timothée dit que ce n'est pas un problème, que la loi est claire là-dessus. La loi n'est pas claire. Attendez, j'ai quand même envie de vous poser une question. Une seule question. Monsieur l'honorable Ochoa ici ne se déplace pas avec la voiture de l'Assemblée pour aller chez lui ou pour faire un meeting. D'accord. Oh non, voilà. Oh non, voilà. Avec son véhicule. Ça ne fait pas de problème. Mais si vous avez la fonction, vous l'avez jamais vu avec l'activité politique. Vous l'avez jamais vu avec l'honorable Joshua. S'il vous plaît, l'honorable Joshua prend donc son véhicule, il l'envoie transporter les chaises, son véhicule de fonction. Est-ce que ça ne fait pas de problème? Au départ, l'usage du véhicule, le distinguo entre véhicule de fonction et véhicule de service n'existait pas. Mais il y a eu un précédent d'un haut commis de l'État qui s'est rendu justement dans son village en laissant la CA en ville
mais qui lundi est arrivé en retard parce que le bus de transport en commun avait eu une panne en route. Il a donc expliqué à sa hiérarchie qu'il arrive en retard lundi. Il n'a pas pu assister à la réunion de coordination parce que le bus a eu un souci. C'est à partir de là que le législateur a réfléchi en disant il faut bien que, puisqu'on vous donne le véhicule pour améliorer votre mobilité et ne pas permettre que les aléas vous perturbent dans le service, désormais on attache le véhicule à l'individu. Prenez le cas des sous-préfets. Avant, lorsqu'on mutait les sous-préfets, ils laissaient les véhicules. Mais aujourd'hui, tant que vous êtes sous-préfet, vous êtes avec votre véhicule partout. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le véhicule de la sous-préfecture, qui, lui, ne doit être déployé que pour les besoins de la structure. Ça veut dire qu'on se comprend. Maintenant, parce que les pick-up qu'il est en train de citer là, ce sont pas les pick-up qui sont à la mairie et qui sont attribués aux délégués ou il y a donc aux directeurs. Il y a donc des abus généralisés parce qu'il y a un certain... il y a des abus généralisés parce qu'à un moment donné, la confusion va s'opérer à cause du syncrétisme des autorités. Le maire, par exemple, est président de section RDPC. Bien sûr. Et il est maire. Vous allez les dissocier comment? Le même engin qui sera mobilisé pour ramasser les ordures pour le compte de la mairie peut être mobilisé pour terrasser un espace de meeting. Mais qu'est-ce que l'on doit faire dans ce cas? Il faudrait que, ce soit payé. Les mêmes moyens, que ce soit payé. Que ce soit une location. Si le pick-up de la mairie se met à transporter les chaises pour un meeting, il faudrait au moins que l'organisateur du meeting compense, paye le carburant ou alors loue le dit véhicule auprès de la mairie. À ce niveau, le sollicite. Vous mettre ce véhicule à la disposition du SDF. Mais il y a un souci, c'est que moi je ne voudrais pas que l'on pérore sur ces aspects. Pourquoi? Rien ne nous dit. Non, c'est une question de voir s'il y a pas de déséquilibre dans ce... Oui. Rien ne nous dit que les procédures que je viens d'évoquer ne sont pas respectées. Ce ne sont pas des incultes qui dirigent les mairies et qui président les sections. En cas de contrôle, ne soyez pas surpris qu'on vous montre les documents qu'un engin a été loué et que le carburant a été financé. Donc, n'allons pas supputer sur des choses qui sont difficilement vérifiables. Mais la réalité est claire. Il y a non pas déséquilibre, mais il y a ultra-dominance du RDPC. Et c'est une ultra-dominance historique qui tient au fait que le RDPC est la transmutation atavique de l'UNC. Pourquoi je dis atavique? Parce que le RDPC a hérité de tout le patrimoine de l'UNC. À partir de là, c'est le mastodonte. Y compris les habitudes. Peut-être les habitudes, ou alors surtout même les habitudes. Oui. Donc, il ne faudrait pas que les partis d'opposition, j'admire la républicaine humilité de l'UDC, il ne faudrait pas que les partis d'opposition veuillent calquer leur modèle en copiant le RDPC. Parce que les montants de 6 milliards, 8 milliards que vous entendez circuler sont énoncés en référence à ce que pourrait, ou alors à ce que mobiliserait souvent le RDPC. Se dit donc pour être égal, d'égal à égal avec le RDPC, il faut avoir au moins 8 milliards, au moins 10 milliards. Mais la vraie mobilisation, c'est la pertinence du discours. Parce que, je prends le cas chez nous dans la presse, le journal Mediapart est financé par les lecteurs. Parce que Mediapart s'est positionné en termes de qualité au point de se hisser en référence. Lorsque une offre politique au Cameroun, alternative au RDPC, va réussir à se hisser en référence, vous n'aurez même pas besoin de demander aux gens de cotiser. Les gens viendront d'eux-mêmes dire vos idées sont belles, vous n'avez pas d'argent, nous on va vous donner l'argent parce que vos idées sont belles. Alors Lionel, vous avez évoqué tout à l'heure les mobilisations de l'Internationale socialiste. Est-ce que vous n'êtes pas rattrapé par la même loi? Alors, comme je vous ai dit, ce sont des associations où lorsqu'on adhère, on paye des cotisations. Et lorsque vous payez des cotisations, il y a des statuts et des règlements intérieurs. Ce qui veut dire que les membres sont soutenus dans certains événements. Donc, je pense également que... Ça n'entre pas dans les financements extérieurs? Non, c'est pas illégal quand même. Lorsque non, mais c'est illégal. C'est totalement illégal. Le financement qui se défend. Le financement extérieur. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce n'est pas un financement extérieur? À l'élément d'extranéité que l'on retrouve dans l'argent. Dès que c'est un agent hors frontière, fût-il celui d'un Camerounais, c'est déjà un financement extérieur. Par contre, pour que le Camerounais qui est à l'extérieur contribue, il faudrait qu'il soit militant encarté
de votre parti. D'accord, sûr. d'accord. Donc l'international socialiste n'entre pas dans ce cadre-là. L'international socialiste est militant de l'USDF. Non, pas militant du USDF. Passe à travers l'organe du SDF qui est à l'extérieur pour pouvoir financer. Ah, mais ils viennent d'une autre façon. Vous voyez vraiment, c'est compliqué. Il faut suivre la loi. Je crois que c'est compliqué là. Si on vous interpelle, j'ai vraiment bien expliqué ça de cette manière. D'accord. Poursuivons avec quelques messages. Seul le RDPC est jusqu'ici le seul parti qui jouit d'une bonne assise sociologique et économique. Les autres partis ne disposent pas d'assez de moyens financiers pour une bonne prestation sur l'échiquier politique national. Certains partis politiques dits champions ne surgissent qu'en période électorale, comme c'est le cas en ce moment pour le UPA qui est sur le plateau. D'autres partis sont des partis Yango. Suivez mon regard. Tout ceci fragilise le jeu et l'enjeu électoral. Dommage. Très bonne émission. Ernest Zambo, journaliste, fidèle téléspectateur du Grand Soir et d'Info TV qui suit le programme. Jean-Jacques Zé et à tout le panel, bonsoir. Le monsieur à la veste grise ou blanche là parle des choses qui n'ont pas de sens. On voit les voitures CA porter les sacs de ciment pour les chantiers. Apparemment, il ne maîtrise pas le fonctionnement de ce pays. Bonne soirée. Voilà, il dit que là, c'est un cas d'abus, selon Timothée. C'est même un détournement de pouvoir. Un détournement de l'article 2. Un détournement de l'article 2. Parce que quand on dit détournement, c'est le fait d'utiliser une prérogative publique qui a une finalité réelle vers un autre usage. Mais de façon simple, un convoi de voitures CA lors d'un meeting RDPC, ça signifie quoi? C'est un détournement aussi. Non, un convoi de voitures CA, ce sont des voitures de fonction. Ce n'est pas un détournement. Mais ce sont pas des voitures de service. Mais et ce sont des voitures de service. Ne donnons pas l'impression que la politique ne doit pas avoir d'éthique ou de morale. Le fait quand même qu'on voit un large convoi de voitures CA à un meeting peut envoie un mauvais signal à la population. On n'est pas clair cette fois-là. On n'est pas clair. Pourquoi on dit pas c'est un détournement? Non, là, au moins de l'objet. Il faut être sûr que c'est un véhicule de fonction. Si c'est un véhicule de fonction, alors vous avez le ministre a son véhicule VX, machin truc là, et puis derrière, il y a un ensemble de pick-up. Comment est-ce qu'on qualifie ça? Non, le ministre a beaucoup de véhicules de fonction. Lorsqu'on réquisitionne, je connais les administrations où on soit une note de service. On réquisitionne toutes les voitures, y compris celles des délégués régionaux. Ça veut dire quoi finalement? Non, non, non. C'est toujours pour le ministre? Non. Non, poursuivons l'échange là. Alors, moi j'ai une voiture de fonction. C'est pour ça que je maîtrisais très bien l'affaire. J'ai une voiture de fonction par rapport à mes fonctions dans l'organisme là où je travaille. Oui. Et quand je peux me déplacer avec ma voiture de fonction n'importe où. D'ailleurs, j'ai une dotation qui est directement allouée dans mon salaire. Mais cependant, dans cet organisme-là, la voiture de service qui est dédiée au niveau du service ne peut pas sortir sans l'autorisation de la hiérarchie. Elles sont même estampillées. C'est immédiatement ça. Donc les pommes de terre avec les ministres, ils ont normalement les voitures de fonction. Mais maintenant, il peut y avoir des abus. C'est-à-dire on ne met pas de côté le fait que peut-être que les émissions comme ça doivent nous sensibiliser. Parce qu'en vérité, moi je crois que le RDPC n'a même plus besoin de ça. Le RDPC a ses militants. Le RDPC n'a pas besoin de convois de tel ou tel. Le RDPC a ses militants et le RDPC a le militantisme, et c'est très important. D'accord, bonsoir monsieur Zé. Les cartes grises des véhicules de fonction ne sont pas au nom de l'autorité à qui il est alloué. Pour sortir de la ville haute, il faut une autorisation de service du garage administratif. Est-ce que c'est alors respecté, monsieur Tachi Pierre? Est-ce que lui, il passe par le garage administratif pour sortir? Voilà, c'est pour les voitures de service. Pas seulement. Bonsoir, monsieur le journaliste. Votre confrère s'est fait humilier pour rien. Il y a une loi sur l'utilisation des véhicules administratifs et à sortir des sanctions pénales sur la mauvaise utilisation des véhicules administratifs. Voilà, Omar de Garoua, je crois qu'on a humilié personne. Donnez juste votre contribution et je vois qu'on a avancé en termes de contribution. Bonsoir. Bonjour Timothée. Est-il membre ou avocat du RDPC? Auquel cas, vous avez deux communicateurs du parti sur le plateau. Le RDPC est un parti État et met à contribution tous les moyens de l'État pour les besoins de la cause. Timothée, tu es avocat, toi-même dis-nous.
du RDPC. Le journaliste travaille avec les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Si le RDPC met les KO, je ne devrais pas dire que le RDPC met les KO. Si le RDPC exale une puissance phénoménale, je ne devrais pas dire que le RDPC exale la puissance phénoménale. L'interprétation juridique du grand frère Essomba est néo-patrimoniale. Même quand le véhicule est attaché à la fonction, il ne doit servir que pour les activités de ta fonction. En quoi est-ce que le port des chaises et des bâches du RDPC sont attachés à la fonction du maire ou du sous-préfet, par exemple? Bonne émission, merci à vous. Là, c'est Paul-Stéphane Monouga. C'est Paul-Stéphane Monouga, le politologue qui envoie sa contribution. Bonsoir Jean-Jacques et à tout ton panel. Je constate juste que sur votre plateau, les gens racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Dites-nous alors ce qu'on doit dire, mon frère. Dites-nous. J'aimerais savoir, ne pose encore la question. Je voudrais savoir, le PCRN a fait un lancement de levée de fonds pour l'opinion publique ou c'était pour ses propres militants de son parti. Samuel depuis Yaoundé, voilà, toi tu viens encore nous compliquer la vie. Je pensais que tu nous faisais avancer. Là tu viens encore avec des questions. Maître, à écouter tout ce qui se dit sur ce plateau, la question de financement est appelée d'une façon ou d'une autre à être gérée par la loi ou par les organisations politiques elles-mêmes. Non, je constate déjà que là, nous sommes en train de nous perdre en conjecture. Parce que nous épiloguons sur le RDPC là depuis peut-être 30 minutes. Il faudrait que ce soit clair. Et je le dis depuis des années. Ça fait une dizaine d'années que je suis en politique et je vous dis, les populations camerounaises sont victimes d'une escroquerie politique. Tout à l'heure, lorsque Timothée parlait du RDPC, qui est juste un changement de peau de l'UNC, moi j'irai plus loin. C'est un changement de mue de l'UC. C'est un système néocolonial. C'est un système néocolonial qui a été mis en place ici par les colonisateurs esclavagistes français. Et l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que la démocratie, telle que les Occidentaux nous la présentent, ça n'existe même pas chez eux. Il y a des démocraties. Sauf que nous nous singeons celle des Français. Première chose. Deuxième chose, en la singeant, nous avons également singé tous les sous-produits du capitalisme, parmi lesquels la corruption et la démocratie. Et forcément, ça a créé un système néocolonial mafieux. Parce que tout à l'heure, nous sommes tous tombés d'accord sur une chose. Le militant de l'Union des populations africaines qui vit en Occident, parce qu'il est encarté UPA, peut envoyer de l'argent au parti. Mais qu'est-ce qui me prouve que l'argent qu'il envoie au parti, ce n'est pas un argent qu'il a reçu d'un qui a transité par une organisation. Ouais. C'est-à-dire que le système est tellement... On ne va pas aussi devenir paranoïaque. Non, ce n'est pas une question de paranoïa. Le problème se pose... C'est une question de fond et de droit qu'il faut bien cerner. L'encadrement juridique actuel n'est pas suffisant. Première chose. Deuxième chose, le jeu politique au Cameroun n'est pas équitable. C'est comme si vous allez à une compétition, mais vous avez un des compétiteurs qui est en même temps l'arbitre, qui est en même temps compétiteur et qui va proclamer les résultats de la compétition, le RDPC. Est-ce qu'on est dans le cadre des fonds de financement? Non, parce que tout ce qu'on est en train de dire là depuis, ce n'est pas compliqué. Et c'est pour ça que je dis toujours que les Camerounais gagneraient à être un peu plus... Ils doivent s'emparer de la chose politique. Prenez le jour où le RDPC fête son anniversaire. Même quand en réalité c'est l'anniversaire de l'UC. Vous avez vu que parmi à chaque commune, chaque arrondissement, toutes les autorités sont mobilisées. Ça veut dire qu'en réalité, le RDPC a pour militants toutes les autorités camerounaises. Parce que moi j'ai fait l'expérience. La dernière fois, je suis allé me placer en face de la tribune. Cette tribune a une certaine... On classe les autorités d'une certaine manière. C'est exactement le même classement que lors du 20 mai. C'est-à-dire que l'ensemble de l'appareil administratif est RDPC. Ils sont invités. Hein. On en est arrivé... Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas au meeting? Nous en sommes arrivés à un niveau où... On les invite. J'observe que... Non, on ne devrait pas. Et c'est là où il y a un problème. Ce sont les faits. Attendez, c'est là... J'ai déjà vu ces billets d'invitation. Je suis d'accord, mais il y a un problème. Si l'Union des populations africaines, l'UPA, qui va fêter son anniversaire le 1er septembre prochain,
invite également le procureur de la République, ne viendra pas. Invité. S'il ne vient pas, vous venez avec le dossier. Il ne vient pas. Il faut le faire. Si j'en veux le faire. Le procureur a fait le deuil du militant. Ça, c'est le deuil. Non, mais invitez-le Il ne viendra pas. Mais il peut venir au deuil si je non, ne faisons pas un procès en sorcellerie. Il faut l'inviter, comme ça vous aurez les éléments à main. Vous aurez les éléments à main. Pourquoi je dis que nous nous perdons en conjecture? Parce que c'est un peu comme lorsque votre femme vous trompe. Généralement, tout les le monde... ministres Ça, c'est pas des ça, c'est pas des bons exemples. Les affaires des femmes qui trompent là. Très attentif. Non. Je devenais très intéressant. Quand votre femme vous trompe, j'ai pris cet exemple parce que c'est que justement, tous les téléspectateurs vont me suivre. leur femme les trompe. D'accord, allez-y alors. Lorsque votre femme vous trompe, Oui. ou vice-versa, lorsque votre mari vous trompe, généralement, la plupart des gens sont au courant, sauf vous. Sauf vous. Oui, parce que c'est vous qu'on trompe. Bien. On prend des mesures pour bien vous tromper. Quand je dis donc que le peuple camerounais... Donc il faut commencer à regarder tout de soi. Quand je dis donc que le peuple camerounais, les populations camerounaises sont victimes d'une escroquerie politique, les victimes d'une escroquerie ne savent pas au départ qu'elles sont une victime. Qu'elles sont des victimes jusqu'à ce qu'elles le découvrent. Vous ne pouvez pas avoir un parti politique qui fait usage de l'ensemble de la puissance publique en termes même de mobilisation financière. Parce que tout à l'heure, quand j'ai écouté M. Bidima, j'ai entendu, on a les militants, oui, vous avez les militants. Ça veut dire que tout l'appareil administratif, c'est les militants du RDPC. Ça pose problème, Jean-Jacques. C'est facile de vouloir faire une boutade que non, le procureur allait au deuil. C'est pas c'était le deuil. Bon, invitez-le à votre meeting. Invitez le sous-préfet à votre meeting. Invitez les directeurs, tout le monde. En fait, je dis, faites une capture. Allez voir comment les gens s'installent au 20 mai. Repartez lorsque c'est un... Non, c'est exactement... Le préfet se déplace avec son état-major. S'il vous plaît, le préfet va à un événement d'une association de droit privé avec son état-major. Vous êtes sérieux? Sous-préfet. Je vous êtes sûr que l'ensemble des personnels de son état-major est du parti? C'est pour la préservation de l'ordre. J'ai quand même envie... J'allais réagir, permettez que Chute n'a pas parlé depuis là. Oui, c'est important ce qu'il dit. Quand vous parlez, je vous coupe pas. Pourquoi je pose ça sur la table? Parce que lorsque le préfet se déplace avec son état-major, il déploie la puissance publique que revêt sa fonction. C'est pour l'encadrement, c'est légal. Si l'Union des populations africaines dépose une déclaration de manifestation publique, la loi dispose que l'autorité administrative doit prendre un ensemble de mesures pour encadrer la manifestation publique de l'UPA. Mais ce n'est pas pour autant que le préfet va déplacer son état-major pour venir assister au meeting de l'UPA au nom de la préservation de l'ordre public. Est-ce que l'UPA donne le carburant? Peut-être que c'est donc... Et c'est là... Vous faites comme si vous ignorez cet aspect. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que lorsque votre conjoint, votre conjointe vous trompe, tout le monde sait sauf vous. Nous savons ce qui se passe. L'élection présidentielle, les élections législatives et municipales, les élections en général au Cameroun ne sont pas équitables. Parce que nous avons en face de nous un adversaire qui utilise une machine déjà huilée depuis plus de 60 ans et il utilise les moyens de l'État. Toutes les conjectures, les tours de précipitation intellectuelle qu'on essaie de faire pour dire voiture de fonction, voiture de service, je suis désolé. C'est du pareil au même. Je ne pense pas que l'état-major du préfet, parce que moi je connais la puissance de l'autorité administrative au niveau préfectoral. Quand le préfet se déplace avec son état-major, ce n'est plus une question d'assurer la sécurité publique ou l'ordre public. Ça peut se faire par les agents de police. Il n'est pas obligé d'être là. Il n'a pas besoin d'être là. Or, il arrive là, son état-major est là, tous les sous-préfets sont là. C'est ce qui donne l'argent au Alors, nous on est d'accord parce que ce soir assez embarrassant quand le préfet est là au cours des meetings. Parce que tout le monde est en train de crier Paul Biaouye. Il ne sait pas, il est obligé de ne pas applaudir. Parce qu'on peut capturer l'image en ce moment-là. Il y en a qui applaudissent. Ah bon, il y en a qui applaudissent. Carrément. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une approche qui peut permettre de régler ce problème et qu'on permette aux partis politiques de ne pas avoir cette impression qu'il n'y a pas d'égalité dans l'affaire, qu'il y a un parti politique, on n'a même pas encore dit parti, que lui est à parti, les autres sont encore à vos mains. C'est là où il n'y a pas Mais on ne va pas chercher midi à 14h, c'est une manière de tricher, c'est une tricherie politique. Voilà. Et on dit tricherie parce que c'est le RDPC qui est au pouvoir. Si quelqu'un d'autre est au pouvoir, est-ce qu'on parlera tous de tricherie?
si quelqu'un d'autre au pouvoir, si c'est l'UDC au pouvoir, il fait la même ça. chose, on parlera On changera ça. Et clair. quand nous faisons la critique, nous ne le faisons pas parce que c'est le RDPC qui est au pouvoir. Nous faisons parce que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Voilà. Et nous pensons que si le RDPC change et fait comme nous pensons que ça doit être fait, nous reconnaissons qu'il a bien fait. Voilà. C'est ça l'opposition. C'est pas de dire que c'est tout le temps que c'est noir, même quand c'est blanc. Si il arrive des moments où le parti au pouvoir fait ce que nous pensons qu'il doit faire. Et on reconnaît qu'il a bien fait. Mais c'est parce qu'il ne fait pas, il ne fait presque pas comme ça doit être fait, que nous restons constamment dans les critiques. Donc, la politique est un jeu. Nous, quand on clôturait la session parlementaire du mois de mars, dans le discours du président, du très honorable président de l'Assemblée nationale, il nous engageait à tout faire pour que l'élection présidentielle d'octobre prochain soit paisible, que la paix au Cameroun soit maintenue avant, pendant et après cette élection et que le Cameroun est debout. C'est très bien en soi. Mais nous avons répliqué que ça ne doit pas... La paix au Cameroun, qui est la première composante de notre devise, ne doit pas être une affaire de verbe. Ça doit être une affaire d'action. Oui. Et ça commence d'abord par veiller à ce qu'il y ait justice. Parce qu'en l'absence de la justice et de l'équité, la justice renvoie forcément à l'équité. C'est pour ça que je dis à la balance, l'équité, tant qu'il n'y a pas cette équité, il n'y a pas de justice. Oui. Donc, vous ne pouvez pas tout faire pour mettre des gens mal à l'aise. Elle leur dit, faites tout pour qu'on reste comme si rien ne se passait. Vous comprenez? Donc, le déséquilibre dans le jeu politique au Cameroun est devenu criard. Et s'aggrave au fur et à mesure qu'on se rapproche des échéances électorales. Déséquilibre sur le plan de traitement de la dotation, de ce que l'État apporte aux partis politiques pour leur fonctionnement en tant que des associations reconnues d'utilité publique parce qu'ils concourent au suffrage. Déséquilibre dans le traitement. Déséquilibre même dans les présences. La présence des acteurs au sein des institutions qui doivent intervenir dans le jeu politique. Vous avez vu la dernière nomination au Conseil constitutionnel. Donc tout ceci concourt à accentuer mais en France, Laurent Fabius au Conseil constitutionnel, il était militant du RPR. Pourquoi vous êtes toujours en train de prendre... C'est-à-dire que les exemples ailleurs. Cette manière des exemples ailleurs. Cette manière du RDPC, il a dit qu'il n'est pas du RDPC. Mais il emprunte le langage du RDPC. Quand il emprunte le langage du RDPC, il faut qu'on le dise. Parce que le RDPC, regardez comment le RDPC se comporte. Dès que vous entrez en fonction, si vous prenez l'exemple de ce qui se passe en France, et qui est contraire à ce qu'eux ils font ici, ils vont vous dire pourquoi vous êtes allé la France n'est pas un modèle. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Non au modèle importé. Mais quand ce qui se passe en France arrange leur position, ils sont les premiers à vous renvoyer là-bas pour dire regardez comment ça s'est fait en France. Nous parlons du Cameroun, monsieur. Et nous, à l'UDC, nous pensons que le Cameroun doit être géré en fonction de ses réalités, de ses enjeux, de ses ambitions personnelles. Nous n'avons pas, même quand vous trichez de la France, vous voyez, nous parlons ici du Conseil constitutionnel. La tripartite avait, en tenant compte des spécificités du Cameroun, même comme le comité constituant qui a intégré le Conseil constitutionnel dans la Constitution, a calqué lettre par lettre ce qui se passe en France. Mais en France, on va vous dire, c'est-à-dire, quand vous lisez l'article 51 de la Constitution, c'est exactement ce qui est écrit dans le truc de la France. Et les conseils constitutionnels sont choisis, 3 proposés par le président, 3 sauf qu'ils sont 9, hein, nous on est 11. C'est comme si on était plus grand que la France, plus puissant que la France. Bon, mais la Constitution française dit qu'ils sont élus ils sont là pour 9 ans, non renouvelables. Voilà. Et c'est ce qui était écrit dans la Constitution du 18 janvier 1996. Voilà. En 2008, le président Biya est venu, il a dit, ben non, ça se fait comme ça en France, mais ici au Cameroun, ça n'arrange pas ma position d'instrumentaliser cette institution pour conserver le pouvoir. Il a modifié, il dit non, votre mandat c'est 6 ans,
éventuellement renouvelable. Donc vous voyez des tricheries comme ça avec des institutions. En quoi est-ce que cela constitue une tricherie? C'est une tricherie. Pendant les 6 ans, vous êtes inamovible. Vous savez ce que veut dire inamovible? On vous dit éventuellement. Non, mais pendant vous faites 6 ans. Mais qui vous a dit pendant les 6 ans. Mais attendez, pendant les 6 ans, il y a un caractère. Qui t'a dit que je veux seulement aller faire 6 ans? Pendant les 6 ans, on ne peut rien vous faire. Disons-le clairement. Mais si vous aspirez à faire les 6 prochaines années, vous changez un peu d'attitude. Nous sommes là pour construire le Cameroun. Oui. Je peux utiliser mes 6 ans pour tracer une voie qui améliore le paysage politique. Mais si on a des Camerounais, si on a des Camerounais, non, parce que là nous sommes tous responsables. Si on a des Camerounais qui pensent uniquement à leurs égoïsmes personnels, on ne va pas accuser le président. Mais pourquoi cette loi crée ces conditions-là qui peuvent amener les gens à penser à leur carrière, alors qu'on serait passé à un seul mandat et puis on ne renouvelle pas tel que c'est prévu. Mais on crée une situation qui vous fragilise. Aux États-Unis, c'est à vie. Mais on a vu comment les juges traitent les dossiers de Donald Trump. Quand c'est Donald Trump, à l'heure actuelle, c'est lui qui gagne tous les procès à la Cour suprême. D'accord. C'est honorable qui a la parole. La neutralité axiologique n'existe pas. C'est un idéal. Mais on peut construire un jeu démocratique consensuel où tout le monde trouve... D'accord. Honorable, lui, dit que c'est la tricherie. Vraiment, il continue son développement. Il ne m'enlèvera pas. Il ne peut pas réussir. Ceux qui nous suivent savent que c'est un forcing pour justifier ce qui n'est pas justifiable. Si vous avez 6 ans, vous allez trouver ces Camerounais qui ne peuvent pas vouloir continuer avec 6 ans. Le président Biya lui-même, son mandat c'est 7 ans. Attends, mais plus, je vais rappeler les faits historiques. Vous savez que quand on partait à la tripartite en novembre 91, souvenez-vous d'abord que les villes montées étaient pour revendiquer la conférence nationale souveraine, que le président Biya avait refusé. Sans objet. Sans objet et tout et tout. Donc finalement, il a accepté. Lorsque le président Bézigui et les autres sont allés le rencontrer pour lui expliquer que vraiment nous ne voulions pas, on veut quand même quelque chose où on s'assoit sans que les décisions ne soient souveraines. Donc il a accepté la tripartite. À la tripartite, l'opposition revendiquait la limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois. Mais pour que le président accepte la limitation du mandat, la partie gouvernement, ils ont dit, bon, si on doit limiter, on doit proroger à 7 ans. 7 ans renouvelables une fois. Donc pour eux, il fallait que, pour qu'ils acceptent la limitation du mandat, il fallait que ça passe de 5, la durée passe de 5 à 7 ans. Mais l'opposition et la société civile ont accepté ça. Chemin faisant, lorsqu'ils savaient qu'en 2011, il n'aura plus qualité d'être candidat, en 2008, il a fait ce que j'appelle le coup d'État constitutionnel. Il a modifié la Constitution parce qu'il a envie de continuer, nonobstant le nombre d'années qu'il a pris. L'engagement qui a été pris. Donc vous pensez, vous, Timothée, que c'est un Camerounais qui va aller au Conseil constitutionnel, dit que bon, non, je vais faire 6 ans et je quitte. Comme ça, et puis je prends ma liberté, je travaille comme ça. Mais Adamou Damdjoya, le fondateur de l'UDC, a démissionné. Et il reste l'une des références au Cameroun. Pourquoi vous voulez donner l'impression qu'aucun Camerounais ne peut bien faire les choses, monsieur Koupita Adamou? Vous êtes opposant, vous envoyez un mauvais message à la population. On doit cultiver la vertu. Il y a bien des Camerounais qui sont disposés à bien faire. Mais celui qui a le pouvoir de décision, les conditions et les amène à ne pas bien faire. D'accord, il veut les compromettre. Et donc c'est ça. Donc cette tricherie qui consiste à doter le RDPC du maximum de dispositions que l'État prend sur le plan légal. Même quand vous interprétez la loi de 2000 sur le financement public des partis politiques, vous allez voir que s'il y a 100 millions, le RDPC va prendre 99 millions. Et 1 million, c'est des partages. 1 million pour les autres. Les miettes. Donc c'est un peu ça. Mais quand vous prenez ça, vous rentrez dans des autres jeux informels d'usage du pouvoir. Vous voyez que on utilise le pouvoir pour maximiser la capacité du RDPC à être au-dessus des autres. Donc il n'y a pas un souci d'équilibrer le jeu électoral au Cameroun. Quand vous sortez de là, vous rentrez maintenant même dans la définition des règles de jeu. Le RDPC seul a voté le code électoral de 2012.
Et c'est ça, les règles du jeu électoral qui vont s'imposer à tous les acteurs. Mais c'est avec ce code électoral que vous êtes à la mairie de Foucault. Laissez ça. Imbattable à Foucault. On ne refuse pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits où on ne peut pas... Allons-y, on a trop de causé. Vous avez la parole. Ça ne doit pas être le justificatif. Ça ne doit pas empêcher de comprendre que le code électoral actuel a des dispositions qui sont volontairement mises pour favoriser le maintien au pouvoir de celui qui est là. Et que ça a été imposé par le CNDP. L'UNDP a signé un accord de gouvernement en 1997 avec le RDPC. Mais quand vous regardez l'accord entre le RDPC et l'UNDP, le premier point, c'est de travailler ensemble pour la modification du système électoral. Maintenant, quand on est arrivé en 2012, l'UNDP ne s'est nullement reconnu dans ça. Donc même l'UNDP n'a pas voté ça. Alors que l'accord prévoyait qu'ils puissent travailler ensemble pour cette modification-là. Parce qu'ils veulent tricher. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre panel. Paul Biya et le RDPC partent favoris grâce à leurs ressources publiques, tandis que l'opposition menée par Kamto, Libye et d'autres mise sur le financement participatif malgré les entraves, les blocages des opérateurs télécoms et les pressions administratives soulignent les défis démocratiques, tandis que la transparence des collectes reste un enjeu clé pour gagner la confiance des électeurs. L'évolution des coalitions et la validation des candidatures par Elecam seront déterminantes pour la suite. Goldfinger, Max, depuis le blocage des opérateurs là. Timothée a évoqué les dispositions de la loi du 21 juillet 1980. Les opérateurs ne veulent pas être complices. C'est important. Non, les opérateurs ne veulent pas peut-être être complices parce que pour l'appel à ces genres de financement, il faut l'autorisation préalable du gouvernement. Ce n'est pas bien, mais c'est ça qui est la loi actuellement. Donc, c'est comme vous partez louer une salle au Hilton pour organiser une conférence de presse. Si vous ne venez pas avec le récépissé de déclaration, le sous-préfet ne peut pas vous laisser. Le Hilton va vous dire que vraiment, ça sera difficile de laisser que vous alliez jusqu'au bout. Vous venez vous faire la réservation et pour la confirmation, vous montrez le récépissé. Donc c'est un peu ça. Si finalement vous n'avez pas le récépissé, nous on le dit, je suis coordonnateur du secrétariat de la plateforme des partis politiques qui travaille pour la modification du code électoral. Donc c'est moi qui ai négocié au Hilton. Nous avons perdu près de 2 millions. Parce que on a réservé. Et maintenant, le gouvernement, le sous-préfet tourne et puis finalement, il ne donne pas l'autorisation. On n'a pas pu tenir. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur la scène politique... Parce qu'on a l'impression quand même que le sujet n'est pas très bien compris. On a il faut qu'on explique. Oui. Parce que parfois, nous voulons toujours montrer que c'est l'autre côté qui est méchant, c'est l'autre côté qui veut bloquer le fonctionnement. Mais il faut qu'on démontre que de ce côté-là, on a fait tout ce qu'il fallait et qu'on a continué à bloquer. C'est important. Ne donnons pas raison au gouvernement de justifier son comportement vis-à-vis de nous. L'appel public à contribution, c'est l'appel à la générosité publique. C'est soumis à l'autorisation préalable du gouvernement et notamment du ministère de... Est-ce que Léon Bikoué depuis soit a reçu cette réponse? Parce qu'il dit bonsoir le panel, je pense que c'est un faux procès qu'on fait aux partis politiques dits d'opposition. La levée des fonds, c'est pour leurs militants et non pour tous les Camerounais. Ces manies de désavouer l'opposition ne marchent plus. Je crois qu'il y a eu une réponse là-dessus. Il faut bien qu'on s'en tienne à ces réponses-là. Bonsoir. Chez les Bantous, on ne part pas au marigot et on rentre avec les pieds secs. Personne n'est un ange à la place du RDPC. Tout autre parti politique aurait fait pareil. Monsieur le député, dites-nous, comment vous utilisez votre garde du corps qui est devant le chez vous, même le week-end, pire encore quand vous serez au pouvoir, Franck de Bokito. Nous n'avons pas de garde de corps, nous on a l'habitude de se promener. Les gardes de corps à l'Assemblée nationale s'arrêtent au questeur. Ça commence du président de l'Assemblée
les vice-présidents et les questeurs. Même les secrétaires n'ont pas. D'accord. Combien de fois nous autres qui ne sommes pas... Bonsoir, monsieur Zogo. C'est déjà rassuré que Monatele est sa cause. Qu'ils viennent d'abord battre le président Bézigui à Tangana depuis Bafia. Il vraiment ce que vous faites là. Commencez par battre Bézigui avant de penser battre... Son adversaire, c'est pas Bézigui, c'est le RDPC. C'est ça qui te dit qu'il ne va pas... Bonsoir à tout le panel allié là-bas. L'honorable Tangana et Bézigui. Oui, ce sont ses alliés. Alors, bonsoir à tout le panel. L'honorable sait très bien dénoncer la tricherie du RDPC. Il est super intéressant. Le journaliste Timothée démontre qu'il est censuré comme certaines presses de la place, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Qu'est-ce que censurer comment? Il est en train de parler, non? Il donne son point de vue. L'honorable Koupit a raison. La tricherie et le népotisme sont les principales armes fatales du RDPC. Que les communicants du RDPC cessent de nous rabattre les oreilles. Tous les Camerounais le savent. Robert, depuis Mimboman. Ils savent quoi, les Camerounais là? Jean-Jacques Zé, bonsoir. Ce directeur de publication est un militant engagé du RDPC. 6 ans pour les membres du Conseil constitutionnel, alors que le mandat est de 7 ans, le mandat présidentiel à l'expression éventuellement renouvelable, ne révèle que la tricherie et de la mauvaise foi. Car après 6 ans, le président en fonction a le pouvoir de vous éjecter. Joseph de Mbalmayo, et il dit que quand vous savez qu'on peut vous éjecter, vous disciplinez, entre guillemets. Bonsoir Jean-Jacques. Si les opposants n'ont rien à nous proposer, qu'ils se taisent. Un parti politique est une association qui a forcément prévu des sympathisants, et dans ses statuts, on ne peut être sympathisant du RDPC. C'est à titre personnel, sans avoir à traîner son état-major, comme le disait M. Maître Zogo. Encore moins être membre actif. Le procureur ou n'importe qui peut assister au meeting. S'ils ont des places à la tribune, c'est par respect pour leurs rangs sociaux et non pour une influence quelconque. Les Camerounais veulent des projets de société à étudier afin d'arriver au choix judicieux, pas les problèmes de véhicules. Tout cela sur le plateau abusent de leurs droits et prérogatives dans l'exercice de leurs fonctions. Docteur Daniel Eba, qui envoie ce message-là. Pour revenir, Lucien Bizima, le RDPC est très, j'allais dire, bombardé finalement dans cette affaire-là, et que vous serez à l'origine des déséquilibres qui sont observés aujourd'hui. Vous utilisez abusivement les moyens de l'État. Jean-Jacques, j'ai bien suivi la manière avec laquelle l'honorable essaie de caresser ses amis qui font quelque chose qui est incroyable, quelque chose qui est illégal, quelque chose qui doit être condamné. Il doit dire ça. Il a dit, il a déjà dit. Non, il doit prononcer les noms. Il vient encore de le dire. Il vient encore de le dire. Ce n'est pas important de citer les noms des gens. C'est le principe qui est important. C'est le principe qui est important. Je reviens. Oui. J'ai suivi Maître qui parlait quand même de démocratie. On ne peut pas s'enfermer à croire que le Cameroun invente la démocratie seul. Quand vous me parlez des gens qui vont dans les meetings, quand vous me parlez de toutes ces personnalités, je vais vous tirer 2 exemples. Le premier, nous avons au Cameroun certains partis politiques qui aujourd'hui flirtent avec le pouvoir, c'est-à-dire participent avec le pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Je prends le cas de l'UNDP. Lorsque le président de l'UNDP, qui au même moment est ministre d'État, se déplace pour faire un meeting de l'UNDP, il laisse son garde-corps de côté, il laisse sa voiture de côté. Alors, je reviens au niveau du SDF. Souvenez-vous, à un moment donné, le SDF avait et les députés et les conseillers municipaux et puis les maires. Lorsque le chairman John Fundi se déplaçait, il ne se déplaçait pas avec toutes ces personnes-là pour faire ses meetings. Alors, ce n'étaient pas des députés de l'État. Alors, mais je reviens maintenant au niveau extérieur. Regardons ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Je ne parle pas le cas de la France. Non. Vous nous l'avez en France et aux États-Unis. Je ne prends pas le cas. Je vous dis que la démocratie n'est pas inclusive à un État. C'est un principe universel. Il faut d'abord vous ne voulez pas la pratiquer ici. Aux États-Unis, lorsque le président Biden, le candidat Biden, président de la République, faisait sa campagne, il n'y avait pas tous les ministres. Il ne se faisait pas accompagner même avec les plus hauts responsables du Parlement américain. C'est tout à fait normal. Alors, mais revoyons un peu. Vous faites comme si c'est le RDPC qui invente la roue. Si aujourd'hui le SDF
devenait, le président, le chairman du SDF devenait président de la République. Alors, mais quand il allait se déplacer, ils vont faire autrement. On va faire il allait se déplacer. Pourquoi quand le chairman était là, il se déplaçait? Pourquoi le chairman s'est déplacé avec tous les députés? Il s'est déplacé avec ses militants, pas avec les moyens de l'Assemblée. Voilà, il s'est déplacé avec les militants. Si ces députés étaient les moyens de l'Assemblée. Vous savez votre problème. Non, se déplacer avec ses militants, c'est pas un problème. C'est la capacité. Quand vous parlez là, bon voilà, si le député est militant, le ministre aussi est militant. Vous défendez un ministre d'être militant. On n'a pas parlé de demander au ministre d'aller avec son véhicule personnel, il n'a pas besoin de mobiliser tous les directeurs et aspirés pour amener au de répondre à tout le monde, même si vous êtes 10. Ne croyez pas que que cela va totalement. C'est les comparaisons. Alors, je ne comprends pas. C'est les comparaisons. Je vous dis que quand le ministre Bello Bouba Maïga, le ministre d'État, se déplace, l'UNDP qui a au moins peut-être 2 ministres au niveau du gouvernement, il ne se déplace pas avec son gardien. Il se déplace en tant que ministre ou bien en tant que... Quand il se déplace en tant que président de son parti. Il se déplace avec ses camarades de parti. Alors mais pourquoi? C'est quand le RDPC, lui, se déplace avec ses députés, que ces députés-là ne sont pas les camarades de... On a toujours parlé des députés. Non, il faut qu'on se comprenne d'abord. On n'a pas dit que le ministre ne va pas se déplacer avec ses députés. Alors, on a parlé des moyens de l'État. Je dis ceci. Qu'on soit même sous-préfet, allons-y. Allons-y. Qu'il soit même député, dont vous avez parlé plusieurs fois. Vous croyez que vous êtes 4 partis d'opposition, moi je suis 3 partis, moi je suis seul. Vous croyez que même un sous-préfet, allons-y. Prenons même le cas le plus extrême. Le sous-préfet n'a pas le droit de voter. C'est pas la même chose. Non, quand il est un être humain, il est citoyen camerounais. Voilà. Alors, mais je veux vous dire ceci. Ne venez pas avec des incohérences parce que vous êtes incapable de proposer quelque chose aux Camerounais, de faire la réalité politique. Aujourd'hui, le SDF doit seulement avoir ses propres yeux pour pleurer parce que vous avez manqué d'offres politiques, parce que vous avez menti les Camerounais, parce que vous êtes incapable d'asseoir une offre réelle. Aujourd'hui, ne venez pas mettre votre échec sur le dos du RDPC. Est-ce que vous êtes capable d'organiser une élection transparente? Est-ce que vous avez mis sur pied le mécanisme? D'abord, vous avez combien de députés aujourd'hui? Vous savez combien de députés? Vous ne sortez pas du débat. C'est vrai, nous ne sortons pas du débat. Parce qu'il y a quelque chose. Il faut que restons dans le débat, s'il vous plaît. On a bien peu de temps maintenant. Et en disciplinant le débat. Et restons dans le débat. Quand les autres parlent, vous les laissez pas. Non, le RDPC pas la parole, ça devient parce qu'elle parle. Alors moi je veux dire, je veux rester clair. Oui. Le problème de la présidentielle n'est pas un problème de véhicule. Parce que nous en avons avant d'y arriver au niveau des moyens. Demandons-nous, voici maître qui est président d'un parti. Moi il est à mon atelier. À moins de 100 km d'ici, je ne connais même pas son parti politique. Il n'a même pas un militant chez moi. Et comment vous croyez que ça veut mettre un militant? Comment ça veut mettre un militant là-bas? Mais c'est un exemple. Non, c'est un mauvais exemple. J'ai dit c'est ça. J'ai dit c'est ça. Alors, ces partis politiques se découvrent comme une petite fille découvre combien de prendre sa virginité alors qu'elle a eu le temps de se préparer pour qu'on ne prenne pas sa virginité en respectant le conseil de ses parents. Si se découvre aujourd'hui que l'élection présidentielle, c'est dans quelques mois, alors qu'ils ne se sont pas préparés. Et je vais vous dire, je conclue peut-être. Ce qui dérange, c'est les moyens de l'état. Très rapidement. Alors, mais je vais vous dire que ceci. Oui, chutez par là. Je vais vous dire. On n'a pas beaucoup de temps maintenant, chutez par là. Le problème est la démission. Mais pourquoi vous refusez Non mais je vous admire, j'admire votre manière. Vous avez même cette capacité de parler, mais nous sommes
à l'aube de l'élection présidentielle, alliez-vous au RDPC. C'est plus important pour vous, parce que la démission aujourd'hui est générale. Merci. Dites-moi un seul parti politique aujourd'hui qui a véritablement bien préparé son élection et qui soit capable de dire je veux battre le président. D'accord. Vous allez réagir là-dessus. On a capté des messages avec Timothée et Léonel. On a des messages. Merci, monsieur. On a des messages qui viennent qui disent que sur ces moyens de l'État, là, il faut ajouter les médias publics. Parce que accuser les partis politiques de ne pas être connus, de ne pas toucher la population, sans évoquer les difficultés que les médias ont à accéder, par exemple, aux médias publics, c'est ignorer un pan important. Merci pour cette question, Jean-Jacques. J'avais déjà abordé l'un des moyens. Il a dit tout à l'heure que le RDPC a 360 sections. Ça veut À dire que l'intérieur. 60 sections à l'intérieur. Oui. Ça veut dire que le RDPC est capable d'organiser 360 meetings le même jour, à la même heure. On est d'accord. Ils vont donc absorber tous les médias. Pourquoi? On parle des médias publics et les difficultés qu'ils ont. Est-ce que quand lui fait son meeting à Kouloulinga, il bénéficie du médiatique? Suivez bien l'arithmétique que je fais. Le RDPC va déposer donc 360 demandes de couverture à la CATV. Oui. Qui dit CATV dit FM, Radio San, les stations régionales. La CATV seule même ne peut pas couvrir tous les 360 meetings. Elle sera obligée de choisir. Vous voyez un peu. Pendant ce temps, un parti d'opposition, le même jour, aura à peine un arrêtez meeting. ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Vous voulez que la CATV là, Arrêtez ça, arrêtez ça. Si je viens donc chez nous, les médias, c'est la vérité. N'allons pas chez les privés, n'allons pas chez les privés. Arrêtez ça. Non, mais pourquoi il n'y pas chez les privés? Non, on a parlé Est-ce que vous ignorez qu'il y a des médias qui ne parlent exclusivement de l'opposition et qui passent tout on a parlé de médias publics et on sait pourquoi pas de médias publics. Oui, Lionel, sur ces questions-là, est-ce que ce n'est pas une revendication pertinente? On aura l'impression, le jour de la diffusion, que le temps d'antenne est déséquilibré. Ce n'est pas une impression, c'est vrai. Non, c'est le fait. Est-ce qu'ils ont l'obligation de diffuser 360 meetings lorsqu'on veut être au service de tous les partis politiques? C'est le fait social. D'accord. Qui va obliger. Timothée, permettez à Lionel. Parce qu'en face, il y a le vide. Permettez à Lionel de répondre. Alors, l'accès à ces médias publics. Vous savez, lorsqu'on a un média public comme on connaît au Cameroun, nous avons des organes de presse. Nous avons la radio, nous avons la télévision, et que les partis politiques n'ont pas accès. Quand vous regardez par exemple les populations, le jour qu'il y a les médias. Non, s'il vous plaît, permettez, on a très peu de temps maintenant, c'est Lionel qui a pu le parler. On nous a dit que lorsque vous avez une annonce d'un parti politique, vous déposez à la CATV, radio par exemple, ça se lit gratuitement. Je peux vous dire combien d'annonces ou combien de communiqués nous avons déposés et qui n'ont jamais été lus. On nous demande de passer au service commercial. Que nous pouvons uniquement avoir ces prérogatives pendant les élections. Voilà. Lorsqu'on organise des réunions. C'est ce que la loi dit. Monsieur, c'est pas la loi, c'est pas ça. Le RDPC paye. Le RDPC paye. Nous payons. Nous payons. Alors, mais que nous payons. S'il vous plaît, allons pas lancer le débat là. Nous payons. Alors, lorsque vous organisez une réunion ou une manifestation avec votre parti politique et que vous sollicitez la couverture de la CATV qui est un média public, la première des choses, même s'ils acceptent de vous couvrir, on vous demande de venir porter les journalistes et de les déposer. Même le RDPC. Vous avez les moyens. C'est un problème d'organisation. Alors, on a ces difficultés de couverture là. Mais il y a également la répartition des temps d'antenne. On est dans une état d'élection présidentielle. Mais sur une élection présidentielle, on va se fonder sur votre représentativité à l'Assemblée nationale. Pour vous accorder le temps, vous êtes censé partir sur la même base. La base égale. Je voulais dire que en période de campagne, il y a deux temps. Il y a le temps qui est dédié à la propagande politique. Espace politique. Des candidats. Non. La propagande des candidats. Pour l'élection présidentielle, le temps d'antenne est équitable. Si on dit le RDPC c'est 2 minutes, tous les autres candidats auront 2 minutes. Là où ils abusent, c'est ce qu'ils appellent d'abord
le journal ordinaire, le 20h30, le 19h. On a 360 sections. Et ensuite, maintenant, c'est votre et ensuite, le journal de campagne. Alors, à ce niveau, on n'a pas besoin de connaître que quelqu'un a 8000 sous-sections et d'autres à 0. On a des compétiteurs qui doivent être traités d'égal à égal. Ça ne dépasse pas la CRTV de dire que le journal de campagne, c'est 1 heure, et il y a 10 candidats. Je divise les 10 heures par 10. Les 60 minutes et par 10. Et que vous n'avez pas un parti, regardez, un parti qui n'a duré, même si tu as fait un seul meeting, je ne connais pas un meeting. Si vous compilez les points, ça commence à 5 minutes. On peut. On n'a pas besoin. Si on a partagé les 60 minutes, ça donne 15 minutes par personne. On prend 15 minutes, on dit, voici ce que intervenant au meeting a dit. Voici ce que on occupe le temps. C'est le temps qui passe. C'est l'occupation du temps qui est important. On est d'accord. Lui, on a la presse écrite. Si on a dit 2 pages, même que nous, en 15 minutes, on peut vous montrer à 50 minutes DG de la CRTV d'organisation. Ne continuez plus à faire cette tricherie en faveur de RDPC sous prétexte que le RDPC fait plus de meetings que les autres. Mais vous faites comment? Il faut faire. Lionel a la parole. Lionel a la parole. Non. Je vais accorder quand on a dit 2 pages, c'est 2 pages. Même si l'autre n'a pas mené beaucoup d'activité. Attends, là c'est commercial. Si vous faites des autres spéciales, ça devient commercial. Et c'est ce que le RDPC fait. Mais c'est que vous ignorez. Lionel a la parole. Non, permettez là. Non, ne dis pas non. Non. J'ai dit ceci, permettez. C'est que vous ignorez les titres. C'est que vous ignorez de relever au-delà de la CRTV. Il y a des médias très suivis au Cameroun, des médias privés. On a parlé de l'apologie de certains partis politiques. On parlait de moyens. On parlait de moyens. On est dans les moyens de fonctionne avec le financement. Lucien, ne faisons pas l'amalgame. Non, c'est pas l'amalgame. On parle des médias publics qui fonctionnent avec les moyens de l'État et tout le monde contribue à ce que ça fonctionne. Oui, Lionel Pouchouté. Alors, Pouchouté, Jean-Jacques, je vais dire que nous avons en face une machine qui a déjà été hulée depuis des années et qui est en train de boyer tout parti d'opposition qui essaye de sortir de l'eau. C'est quoi le Minex? Vous savez, ce sont des mots qu'ils utilisent le plus souvent. Seulement qu'en face d'eux, ils ont trouvé un certain nombre de partis qui sont vraiment résistants et qui restent. Vous voyez, nous allons célébrer nos 35 ans. Ils sont en train de mourir, malheureusement. 35 ans. Non, vous perdez, monsieur Bidima. Je sais on n'a plus le temps de répondre, pas finissez. Je ne sais pas si vous observez les activités du Social Democratic Front actuellement. Donc, c'est pour vous dire que il y a un certain nombre de partis politiques qui résistent et nous avons résisté par exemple au Social Democratic Front pendant 35 ans et soyez-en sûrs, en novembre 2025, vous viendrez voir le président du Social Democratic Front, le candidat du Social Democratic Front prêter serment au Parlement. Ah d'accord. Allez, bonsoir, on finit par la mettre. Bonsoir, Gigi et à tout ton panel. J'ai été président sous-section OJADPC pendant 2 mandats. Je n'ai jamais cotisé un jour, mais je déchargeais lors des grands événements. Voilà, alors. J'ai des réactions rapidement sur la gestion des médias publics. Soit tu manges le fruit, tu n'as pas de fois à faire. Oui, Jean-Jacques, je voudrais d'abord rassurer M. Bidima que l'Union des populations africaines, l'UPA, le parti politique de l'avant-garde panafricaniste, a des sympathisants et des militants ASC. Et je serai heureux de vous les présenter. Première chose. Deuxième chose, vous venez de faire à nouveau cet amalgame qui fait que tellement vous voulez défendre que vous finissez par trahir. Détruire. Par trahir. La CRTV, c'est un média qui fonctionne avec l'argent des Camerounais. Info TV appartient à un individu comme Vision 4, comme Equinox Télévision et autres chaînes privées. C'est leur droit d'avoir leur ligne éditoriale. La CRTV, par contre, n'a pas le droit d'accorder des privilèges particuliers à une formation politique, fût-elle du pouvoir. C'est là où il y a un problème. L'État met aussi l'argent dans ces chaînes privées. Non, c'est une information. Je suis membre de cette commission. Le fait que l'État y met de l'argent n'en fait pas des chaînes publiques. C'est quoi? Non, je ne peux pas se comprendre. Parce que la subvention, l'aide publique. Ils sont en train de minapper les Camerounais. C'est pas que je vous parle d'escroquerie politique. Le fait que l'État accorde des subventions aux chaînes de télévision et autres médias privés n'en fait pas des médias publics.
la CRTV fonctionne exclusivement avec de l'argent. C'est la garde de chasse. Par conséquent, la CRTV doit travailler pour tout le monde. Dernière chose, je voudrais que vous compreniez que lorsque vous me dites que je dois m'allier au RDPC à l'élection, c'est une invite. j'ai reçu votre invitation. Voilà. J'ai reçu votre invitation, mais je voudrais vous faire comprendre que le problème dans votre invitation, c'est que vous faites votre invitation sur une chaîne de télévision. Ça veut dire que vous voulez passer le message dans lequel, comme a dit Timothée tout à l'heure, en face c'est le vide et qu'il faut forcément aller vers là où il y a quelque chose. Ce n'est pas vrai. L'Union des populations africaines a été créée le 1er septembre 1996. A déjà participé à 3 élections présidentielles, à un projet de société qui date de 1996, revu en l'an 2000. C'est le projet de société le plus identifiable sur le plan idéologique actuellement au Cameroun. Ce n'est pas parce que nous ne disposons pas des moyens de l'État. Donnez-moi les mêmes moyens que vous. Je ferai mieux que vous. D'accord, merci. Merci à tous d'être venus. Honorable, grandement merci. Il paraît que c'est la bonne saison pour inviter les députés. Toutes nos félicitations au président du syndicat. On a l'exclusivité. On a l'exclusivité de vous avoir sur le plateau et ce n'est pas pour rien. Dieu nous a parlé et vous êtes là. Mon ami, merci à tous ceux qui ont regardé. Honorable ami est là. D'accord. On remet toi, honorable. Et le premier maire, à la fin des travail, il n'y a plus de le juge constitutionnel camerounais est un juge indépendant. Mais il manque souvent d'audace. Il y a toujours un mec quelque part. On finit là aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain 17h. Certainement avec le même plaisir. Passez des magnifiques moments sur Info TV. Bonne soirée. Salut, votre reine mère de la forêt tropicale, le docteur Foubas.